Bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour cette dernière session de ces 2 journées du LabEx Dynamite. Cette session va porter sur la gestion des systèmes de transport en vous proposant un regard croisé entre des territoires du Nord et du Sud au prisme du numérique. Donc, comme vous le savez sûrement, dans les territoires urbains, les secteurs des transports connaissent des grandes mutations, comme beaucoup d'autres services. Ils évoluent en lien avec la croissance spatiale des villes, avec les transitions démographiques, avec les transitions climatiques. Et en parallèle de ces grands changements, on observe une adaptation de ces services, aussi bien en termes de mode de gouvernance, de mode de transport, de mode de régulation. Et les réseaux évoluent également en lien avec les technologies, notamment les technologies numériques. Ce sont ces questions que nous voulons vous présenter aujourd'hui à partir du travail de recherche et de l'expérience professionnelle de plusieurs intervenants qui sont parmi nous ce soir. Alors, je vais rapidement vous les présenter. Nous avons donc la chance d'avoir parmi nous Gaëlle Lesteven, qui est géographe et urbaniste. Elle est chargée de recherche au laboratoire Aménagement, Économie, Transport, le LAET, à l'ENTPE à Lyon. Ses travaux portent sur l'accès motorisé à la ville, notamment en Afrique subsaharienne. Et en particulier, elle s'intéresse aux pratiques de mobilité et aux politiques de transport en faisant un focus plus spécifique sur les questions de transport artisanal, transport informel. Sébastien Berthaud est lui directeur produit chez Blue Systems. Il est en charge de la vision long terme et des évolutions concernant les solutions de mobilité en coopération avec les villes et les autorités de transport au niveau local et régional. Sébastien est également en charge de la veille technologique pour Blue Systems et il contribue à différents efforts de standardisation d'échange d'informations concernant la mobilité urbaine et périurbaine. Il a plus de 15 ans d'expérience dans l'industrie du voyage, de l'évolution et de la création de standards de données. Nous avons également avec nous Pauline Baudens, qui a obtenu un master en géographie portant sur les questions de développement dans les territoires des Suds à l'université Paris-Sorbonne, Paris 4. Elle a ensuite travaillé 3 ans dans la gestion de projets de Smart Mobilité H2020 pour la multinationale TomTom. Et depuis octobre 2021, Pauline réalise une thèse au sein du laboratoire de sciences politiques de l'université Taltech en Estonie. Son travail interroge les transformations causées par les outils numériques dans la mobilité quotidienne des femmes à Pune, en Inde. Et en parallèle, elle participe aux activités de développement commercial de l'association Truffi, qui est une ONG spécialisée dans la cartographie du transport informel et dans le déploiement d'applications de navigation multimodale. Nous avons également avec nous Kei Obregon Tanikawa, excuse-moi. Kei est également doctorant au sein de l'UMR Prodigue et à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Son travail est axé autour de la gouvernance et de la gestion des systèmes de transport au prisme de la numérisation. Ses travaux portent sur une analyse comparative entre la ville de Mexico et la ville de Paris. Auparavant, Kei a travaillé dans des organisations internationales liées à la question de la mobilité, notamment chez WRI, ITDP, la GIZ, ainsi que dans des projets de recherche liés à la mobilité urbaine. Et nous aurons également avec nous en distanciel aujourd'hui Lisa Coulot, qui est elle aussi doctorante à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et à l'UMR Prodigue. Son travail est axé autour de la gouvernance, de la gestion des systèmes de transport, là encore au prisme de la numérisation. Elle s'intéresse plus précisément sur les questions de mobilité à Accra et à Dakar, donc dans plusieurs métropoles d'Afrique de l'Ouest. Je vous propose, suite à cette présentation rapide, que nous abordions ces questions donc d'évolution du secteur des transports et de la mobilité en lien avec les technologies numériques à partir de 3 grandes questions auxquelles vont successivement répondre nos intervenants aujourd'hui. Et après ces séries de questions, nous aurons donc un échange avec vous, avec la salle présente ce soir. La première question sur laquelle nous souhaiterions que les intervenants puissent revenir avec nous aujourd'hui porte sur la question des grands projets numériques qui se déploient aujourd'hui dans les territoires, qui sont urbains ou pas, et qui façonnent donc les systèmes de transport. Donc pouvez-vous nous parler de ces grands projets que vous avez pu observer, que vous avez pu analyser, que dans certains cas même vous gérez, en précisant quels sont les acteurs impliqués, quels sont les financements impliqués, et si possible également en nous précisant, lorsque vous avez pu observer qu'il s'agit de modèles, de référentiels qui ont été déployés dans d'autres territoires et qui
qui donc font état d'une circulation des modèles entre villes du Nord, villes du Sud et des fois également entre villes du Sud elles-mêmes. Pour répondre à cette question, je vais passer la parole en premier lieu à Gaëlle Lesteven. Donc, merci beaucoup Solène pour cette introduction et cette présentation. Bonsoir à tous et à toutes. Alors, je ne pourrais pas répondre à l'ensemble de la question hein, qui est vaste, mais je voulais m'attarder à la fin, hein, c'est ce que tu disais sur cette question de circulation des modèles, qui m'intéresse tout particulièrement, hein, parce que le numérique, c'est vraiment un enjeu global qu'on retrouve à l'échelle de la planète, mais je dirais avec quand même des réponses locales. Si on s'intéresse au numérique hein, et appliqué au système de transport, je dirais que pour moi, il y a 3 grandes catégories de services. D'un côté, les services de mobilité, notamment tout ce qui est autour des plateformes de mobilité. Hein, vous le savez bien, vous êtes probablement usager de covoiturage, Blablacar, vous utilisez peut-être Uber sur votre téléphone. Etc. Donc tous ces services de mobilité partagée. Il y aurait une autre catégorie qui serait liée plutôt à ce qu'on appellerait l'information voyageur, et puis l'ensemble de la chaîne, hein, ce qu'on appelle le plan book ticket de l'information voyageur, mais aussi la possibilité d'achat, donc de planifier son déplacement, de réserver son déplacement de l'achat jusqu'à des systèmes très intégrés de mass mobility as a service. Et enfin, dans une dernière catégorie, je verrai tout ce qui est service aux exploitants, aux entreprises, notamment à travers la bioéthique, mais pas que, hein, pour mieux connaître la demande et puis pour aussi améliorer l'exploitation en mettant en place, par exemple, des systèmes d'API, etc. Donc ça, c'est ces 3 grandes, cette typologie très rapide, hein, très schématique. Bon, on la voit un peu partout hein, se déployer de manière plus ou moins aboutie, plus ou moins développée, mais en tout cas dans toutes les catégories. Si je reviens sur la question des services de mobilité, ce que j'ai un peu plus regardé dans mes travaux, par exemple, je peux citer notamment l'observatoire sur les plateformes de mobilité qui est animé par Virginie Bouteuil et Thomas Quillioré au LVMT à l'École des Ponts. Et là, quelques chiffres, alors pas si récents, mais qui datent de 2020. Ils avaient comptabilisé plus de 230 applications disponibles dans plus de 800 villes à travers le monde. Donc, on voit bien une forte pénétration de ces services à l'échelle internationale. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils avaient fait un focus plutôt sur le continent africain en montrant une diversité selon les pays de plateformes internationales. Je cite Uber qui est la plus répandue, mais aussi de plateformes natives hein, développées localement. Et donc on voit bien hein, des initiatives locales et des initiatives internationales, et aussi des initiatives internationales qui vont être adaptées au contexte local. Par exemple, je reprends le cas d'Uber où on avait pu faire des entretiens donc, avec Virginie au Kenya, et les personnes en charge nous disaient que c'était au Kenya justement qu'Uber avait commencé à adopter le paiement mobile, M-Pesa notamment, et le paiement en cash. Avant, c'était que par carte bancaire, mais justement, on sait que dans ces pays-là, le taux de bancarisation reste encore faible, et pour permettre l'accès à ces technologies, il y avait un développement de ces services. Donc, on voit une circulation des modèles, mais aussi une appropriation en fonction des contextes, hein. Donc, un rôle des contextes qui reste fort. Donc, dans un second temps, je développerai un peu plus sur le point de vue usager et politique publique, mais jusqu'à présent, enfin pour l'instant, je vais peut-être laisser la parole à mon voisin. Je crois qu'on tourne comme ça. Donc, je suis le voisin. Alors moi, c'est donc Sébastien Berthaud. Je travaille pour Blue System, qui est une entreprise du groupe Bolloré en fait. Et on fait des systèmes d'aide à la pour les villes ou pour les autorités de transport public principalement, pour aider à concrètement les rassurer sur le déploiement de solutions de mobilité. Donc en termes de grands projets, qu'est-ce qu'on voit? En fait, les villes enfin globalement, il y a un sujet sur comment. Il y a plusieurs sujets. Il y a comment diminuer les nuisances de la mobilité. Donc souvent sous le prisme du décarboner et aussi dépolluer de manière générale. Pour y arriver, il y a beaucoup de villes où on voit beaucoup de schémas où c'est augmenter l'infrastructure de transport public, mais aussi la complémenter
avec des opérateurs privés. Donc on parlait de Uber, Lime, enfin plein d'opérateurs comme ça, qui sont des opérateurs privés qui amènent une offre et qui vient complémenter ou se superposer à certains services. Donc concrètement, les villes, enfin moi j'ai vraiment le point de vue ville du Nord en l'occurrence parce que c'est l'essentiel de notre portefeuille de clients est plutôt situé, enfin ce sont des villes du Nord. Mais concrètement, on voit des villes qui peuvent saisir une opportunité, mais qui à la même temps ont besoin d'un certain niveau de contrôle vis-à-vis du déploiement de ces opérateurs à l'échelle. Et donc ces grands projets finalement, c'est du déploiement on voit des projets de déploiement de solutions de mobilité, que ce soit de la mobilité d'usagers, donc via des solutions en docké, si vous voulez, comme un Vélib, mais des solutions aussi en libre service un peu n'importe où. Ça peut être donc avec plusieurs types de mobilité, ça peut être de l'autopartage, ça peut être aussi, on voit aux États-Unis notamment, tout ce qui est livraison, la livraison aussi, pas simplement la mobilité des usagers, mais la mobilité du fret en ville, et voire même des systèmes autonomes, il y a des livraisons par robot, des choses comme ça. Qui peuvent avoir un bénéfice, ça dépend comment, dans un certain nombre de cas, peuvent entraîner des nuisances aussi. Et aujourd'hui, on voit des autorités de transport qui sont qui veulent pouvoir contrôler les nuisances éventuelles avant de déployer ces projets-là. Et c'est là que, alors, il y a vraiment, je veux contrôler les nuisances, et un deuxième angle qui est aussi des villes qui se rendent compte que l'infrastructure qu'elles ont et qui est en place, qui était un peu silencieuse jusque-là. On avait des routes, on avait des trottoirs, on avait un réseau existant qui est tellement là qu'il est perçu comme une commodité, quelque chose qui est là, qui a toujours été là et qui sera toujours là. Et des villes commencent enfin nous on voit il y a une tendance pour se réapproprier la valeur et le contrôle de l'utilisation de ce bien commun en fait. Et c'est là que il y a des solutions numériques qui permettent de faciliter la mise en place de ces projets-là. Donc typiquement, ça peut être parce que je vais donner le contrôle nécessaire à une autorité d'organisation de transport, je vais permettre le déploiement de nouvelles formes de mobilité, de nouveaux opérateurs. Ça va être un exemple. Il y a des phénomènes d'incitation aussi, où le numérique peut être source de meilleure compréhension des usages et mise en place de politiques incitatrices. Ça peut être de la subvention, ça peut être des modulations de prix et des choses comme ça. Et donc c'est vraiment des projets qu'on voit se développer aujourd'hui. En termes d'échanges nord-sud ou d'échanges tout court d'ailleurs, c'est quelque chose sur lequel j'ai été assez impliqué personnellement, mais moi ce que je vois aujourd'hui, simplement au prisme de mon activité, c'est surtout sur les standards de données, standards d'échange entre les acteurs que vous mentionniez. Donc on a des fournisseurs de services, on a des villes qui veulent organiser, on a des systèmes comme celui qu'on fait qui permettent d'agréger ces données-là et de mieux comprendre les usages. Et en fait, le déploiement de formats de données, on va dire standard, open, vraiment utilisable par un certain nombre d'acteurs. En fait, c'est quelque chose que je vois arriver. C'est des standards qui, certains sont très anciens, certains sont plutôt récents et commencent à obtenir un certain niveau de maturité et facilitent on va dire la réutilisation et le rééchange d'un projet à un autre concrètement. Voilà. Merci. Alors, moi, je suis Pauline Bodins, je suis doctorante, mais avant tout, je suis plutôt volontaire dans une association qui s'appelle Truffi. Donc, c'est une association en Allemagne, et donc je porte plutôt cette casquette ce soir. Et en termes de grands projets, alors en fait, c'est une présentation aussi pour vous expliquer rapidement comment l'application marche. En fait, c'est l'application MAAS qui est développée donc pour des villes des Suds. Et donc, il y a le cas de Cochabamba en Bolivie. Il y a également le cas... l'association a développé plusieurs applications. Donc, oui, Cochabamba, Duitama en Colombie également. Non, pardon. La première est en Bolivie, en Colombie. Et ensuite, Addis Ababa en Éthiopie.
Et il y en a plusieurs autres. C'est aussi une application qui peut facilement, tout le monde peut la développer dans sa propre ville puisque tout est open source. Et donc pour vous expliquer rapidement comment ça fonctionne, donc déjà l'acteur principal, bien sûr ça peut être les autorités qui supportent l'application, mais souvent malheureusement ils sont peu impliqués. Et c'est d'ailleurs une limite, mais finalement l'application arrive à plutôt travailler avec les communautés locales et notamment les communautés d'OpenStreetMap. Donc c'est ce qu'on voit sur les premières photos. Ça a été d'ailleurs un projet mené en Mauritanie à Nouakchott. Et donc en gros l'association cartographie les réseaux de transport, notamment donc dans les villes et notamment informels, ce qui est un gros challenge parce que vous pouvez imaginer, ce sont des transports qui sont souvent privés, enfin généralement privés, avec multiples opérateurs, désorganisés, pas d'informations sur les horaires de bus, pas d'informations même sur les trajets. Des fois même les trajets sont gardés un peu secrets parce qu'en fait finalement ils vont dans des zones où normalement l'opérateur n'a pas le droit d'opérer justement. Et donc c'est tout un challenge pour l'application, en tout cas pour l'association plutôt, de développer, de cartographier ce réseau. Et ceci dit, ils le font donc manuellement avec cette communauté et qui est souvent payée, notamment pour la maintenir également, parce que c'est important que l'application finale, en tout cas, ait cette information constamment maintenue pour qu'elle soit fiable. Et ensuite, avec cette cartographie d'OpenStreetMap, et notamment avec le fichier, je ne sais pas si vous connaissez ça, un fichier pour connaître les horaires de bus, etc. Tout ça, c'est référencé dans un dossier qui s'appelle GTFS. Et donc, c'est ce que essaie de mettre à jour constamment cette association. Et ensuite, avec toutes ces informations, il déploie cette application MAAS. Alors, dans le cas de Cochabamba, et d'ailleurs dans le cas de toutes les applications jusque-là qui ont été déployées de Trufi, en fait, c'est pas comme CityMapper ici, c'est beaucoup plus simplifié. En gros, il n'y a pas la navigation. C'est pas la navigation qui suit l'usager avec le point GPS. C'est simplement, ça donne les requêtes. L'usager lance une requête et ça donne en fait le trajet avec les bus qu'il peut prendre pour se rendre à cette destination. Donc ça lui indique simplement les bus qui sont là et au meilleur des cas, les horaires avec les bons horaires, toujours au meilleur des cas. Et après, bon, avec toutes ces informations, si les autorités sont donc consentantes et actives dans le projet, ils peuvent aussi bénéficier de ces données pour optimiser. Mais c'est la question 2, donc je vais pas plus loin. Et la question des financements, vu que c'est une NGO, enfin une ONG, elle est tout simplement financée par les bailleurs de fonds, non pas par n'importe communauté, aucune communauté. Enfin, c'est simplement les bailleurs de fonds, donc l'AFD, notamment JAZ, qui est l'équivalent allemand, la Banque mondiale, etc., UN Habitat, il y en a plein. Et les modèles qu'il suit, forcément, c'est une application MAAS. Donc, en fait, le modèle principal, c'est un modèle qui vient du Nord, notamment de Finlande. Et cela dit, dans les Nords, l'application MAAS, en tout cas, est développée beaucoup plus loin, avec notamment intégration de financement, avec intégration de paiement dans l'application, la navigation, etc. Donc, mais c'est un modèle qui principalement vient des Nords. Et justement, c'est une question, comment est-ce que ça peut être adapté au Sud et dans une ville dans des villes qui sont complètement différentes et organisées justement de manière informelle. Et c'est tout un challenge que fait face l'association. Je passe mon micro. Merci. Du coup, bonsoir à tout le monde. Moi, c'est Kate Anikawa. Je suis doctorant donc à Paris 1, à l'UMR Prodigue. Et comme l'a dit Solène, je pense que je arrive à un bon moment aussi de cette table ronde, après les tableaux que les uns et les autres ont dressés. On est face quand même à des systèmes, en tout cas moi, comme l'a dit Solène, je travaille sur la ville de Paris et la ville de Mexico, donc vous en avez parlé, deux villes complètement, on va dire, contrastées en termes de déploiement de systèmes de transport, en termes de déploiement technologique, et tout court de manière de fonctionner. C'est des systèmes de transport dans ces villes-là qui fonctionnent de manière similaire à certains égards et de manière opposée à certains autres. Donc je pense que pour répondre à la première question, il y a quand même une toile de fond qui est celle
d'identifier les promesses du numérique. Donc, c'est quoi cet déploiement numérique, avec quels outils et pour quels besoins, ça répond à quoi. Donc, il y a quand même une toile de fond en termes de promesses qui, si il faut identifier 3 termes, je pense qu'il est bien de le faire, et vous les avez tous dit. C'est un peu une promesse de modernisation de ces systèmes-là, une promesse d'optimisation, c'est un peu les termes qui sont mobilisés par ce déploiement massif du numérique. Et notamment pour les Suds, il y a cette question de la professionnalisation du secteur transport. À partir de là, on peut voir se déployer différents projets liés de près ou de loin au numérique, c'est-à-dire mobilisant le numérique comme fer de lance vraiment du projet réformateur. Ça se traduit par des réformes des systèmes de transport, ça se traduit vraiment par des outils avec un propos, je vais le détailler un petit peu plus par la suite. Mais en tout cas, c'est des projets qui arrivent dans un contexte assez particulier, contexte de réforme, comme je l'ai dit, ou de gouvernance assez fort. Donc, vous l'avez dit, moi je pense que c'est quand même aussi, on voit s'ériger un peu un modèle qui fait écho à tout ça, c'est-à-dire un système d'acteurs différenciés. Je peux dire par exemple pour l'exemple de Mexico qu'on est face à une réforme qui veut réguler un système de transport qui a à caractère prédominant artisanal. Alors j'aime pas trop utiliser le terme informel puisque ça le met tout de suite dans le truc illégal, enfin, toutes ces connotations-là, mais artisanal tout de même, donc avec une économie familiale qu'il y a derrière, avec une rétribution des recettes quotidiennes, et puis c'est comme avoir un petit commerce, une petite boutique soi-même. Donc en gros, c'est un gros système qui bouge quand même aux alentours de 14 millions d'habitants jour, donc c'est pas négligeable. Je vois aussi autour de ces promesses, donc ces projets de modernisation, de regrouper tout sous une plateforme, donc soulever l'importance de la donnée derrière. Donc qu'est-ce que fait la donnée? C'est apporter soit de l'aide à la décision, soit une connaissance plus fine de la mobilité. C'est un peu ce qui chapeaute tout ce concept que vous avez aussi évoqué, donc la mobility as a service, qui donc pour ses fonctions premières a l'ambition de regrouper tout un tas d'opérateurs de la mobilité au sein d'une même offre, de regrouper l'offre, c'est comme un système de plateforme, et particulièrement dans les Suds, c'est-à-dire dans mon cas d'étude à Mexico, on voit en tout cas, on ne le mentionne pas en tant que masse, mais on voit tout ce spectre de se déployer, c'est-à-dire une standardisation des données, mais aussi cette volonté qui se pose à Mexico, c'est d'intégrer les transports artisanaux aussi dans le package. Un des exemples les plus faciles, c'est de vouloir intégrer tout ça au sein de l'accessibilité, non pas de l'opération, mais de l'accessibilité, au sein d'une carte multimodale. C'est le cas à Mexico, c'est l'ambition et le projet de l'administration actuelle. Et pour faire un peu en contrepartie à ça, j'étudie ça aussi, et ce que je peux voir dans le cas parisien, où on mobilise exactement, si on va dans un salon de la mobilité à Paris, on se retrouvera confronté à ces mêmes termes, c'est-à-dire modernisation, optimisation et contrôle. Tout ce terme de contrôle, ça pose la question de ce modèle de un peu hypervision urbaine, d'être derrière, de pilotage de la mobilité, c'est-à-dire de reprendre un peu le contrôle, y compris de la part opérationnelle, mais également de la part régulation. Sans parler de la partie usagée, bien évidemment, qui est l'ultime partie de la chaîne mobilité. Je ne sais pas si j'ai un peu... Enfin, on garde des éléments pour la deuxième partie. De passer l'extrait de la vidéo de Lisa Coulot, s'il vous plaît, pour revenir aussi sur cette question des projets et des enjeux de circulation des modèles à l'échelle de la ville de Dakar. C'est de l'artisanal. Bonjour, moi je vais vous parler de la gestion des systèmes de transport au prisme du numérique pour le cas de Dakar. Donc je vais reprendre les 3 grandes questions que proposait Jérôme dans le document. Peut-être ça vous permet d'écouter les réponses séparément dans le cadre du débat. Donc je commence par aborder les grands enjeux du numérique dans le système de transport de Dakar en parlant des promesses que porte le numérique et aussi en parlant des acteurs qui font partie de la gouvernance du secteur. Donc Dakar, c'est une capitale qui concentre environ 4 millions d'habitants et qui connaît 2 processus simultanés, la densification du centre et l'allongement, l'étalement urbain au niveau des périphéries.
ce qui crée finalement une différenciation spatiale entre les zones d'emploi et les zones résidentielles. On a donc une dépendance accrue au transport motorisé. Dans une ville où 80% des déplacements motorisés quotidiens sont effectués en transport en commun. Même si le nombre de voitures privées augmente, on est encore dans une situation de 25 véhicules pour 1000 habitants. On est finalement dans un contexte où la majorité des déplacements, surtout en périphérie, sont assurés par l'offre artisanale, même si ces dernières années, des vagues de réformes ont permis une intégration d'une partie de cette offre à une offre privée qu'on appelle l'AFTU. On est donc face finalement à des grands enjeux en termes de mobilité. Déjà, faciliter l'accès à un transport motorisé pour tous, à la fois dans le centre et dans les périphéries. Assurer un transport qui soit sécurisé et confortable, et surtout peu cher, parce que l'argument numéro 1 pour l'appropriation d'un transport, c'est le coût, dans une situation où le transport, c'est un pôle de dépenses important pour un ménage. Un autre grand enjeu, c'est réduire les embouteillages, à la fois pour permettre un gain de temps pour les usagers et les transporteurs, mais aussi pour limiter les émissions de gaz à effet de serre dans une ville qui est très polluée et qui souffre beaucoup de véhicules qui sont très vétustes. Et donc, mettre en place une offre de transport en commun de masse qui pourrait être utilisée par la majorité de la population. Donc ces grands enjeux finalement existent depuis des décennies, mais le numérique porte en lui cette promesse qui est celle du leapfrog et qui consiste à penser que le numérique permet de faire comme un bond en avant, c'est-à-dire de s'affranchir de la faiblesse des infrastructures et des différents modes de transport pour offrir une mobilité améliorée et accessible à tous. Dans les faits, on se rend compte que depuis des décennies, différentes vagues de réformes ont été menées dans le secteur du transport. Le transport a toujours été un secteur qui est un secteur vitrine pour l'État, et donc il a été largement réformé. Mais ce qui permet vraiment de faire des changements concrets dans le système de transport, c'est la mise en place de nouvelles infrastructures comme l'autoroute à péage dans les années 2000-2010, la mise en place, la création d'un nouvel aéroport à une 50aine de kilomètres de la ville. Ces deux infrastructures ont vraiment permis de désengorger une partie de Dakar. Et puis, plus récemment, la mise en service du TER, du train express régional, qui permet de relier le centre à une partie des périphéries de la ville. Dans tous ces exemples-là, le numérique n'est pas le moteur du changement, mais il a un rôle d'accompagnateur, c'est-à-dire que le TER bénéficie de technologies embarquées, mais c'est plus une manière de faciliter la régulation, la gestion qu'une révolution, qu'un bouleversement. Ça m'amène à parler de cette deuxième question qui porte sur l'appropriation au quotidien. Merci également à Elisa qui intervient à distance. Alors merci pour ces premières réponses parce que vous avez déjà commencé à préciser un petit peu d'une part les différents projets qu'on observe dans des métropoles aussi bien en Europe, en Amérique latine, en Afrique, et on voit en fait la diversité de ces projets qui font intervenir le numérique dans le secteur des transports et à chaque fois comment ces projets sont au sein de projets qui territorialisés, on peut dire, c'est-à-dire qui répondent à des problématiques, à des enjeux qui sont extrêmement locaux et qui se déclinent de façon différentes. Un des points sur lesquels j'aurais aimé revenir avec vous, c'est qu'on voit qu'il y a une diversité d'outils numériques dont vous avez parlé et qui serait intéressant maintenant à détailler un petit peu plus en précisant à chaque fois à quel type d'acteurs ils s'adressent et comment ces acteurs se les approprient. Parce que vous avez parlé des applications, vous avez parlé de tous les outils d'aide à la décision, on a vu également tout ce qui était plus effectivement cartographie. Kay, tu nous parlais également de tout ce qui est plus en lien avec, ou Gaël aussi, avec les questions de paiement. Voilà, donc j'aurais voulu revenir avec vous sur la façon dont ces différents outils sont appropriés par des acteurs, aussi bien par les pouvoirs publics,
par les usagers, par les exploitants, même par d'autres types d'acteurs qui interviennent désormais dans ce secteur. On a mentionné tout à l'heure le cas des bailleurs, c'est aussi le cas des entreprises privées, comme par exemple Blue Systems, représenté ici par Sébastien. Donc voilà. Alors, est-ce qu'encore une fois, en quelques mots, en quelques minutes, vous pouvez revenir peut-être sur une ou plusieurs grandes catégories d'acteurs et la façon dont ceux-ci s'approprient ou non ces outils numériques dans le secteur des transports. Merci Solène. Donc je vais ouvrir les discussions pour ce deuxième point sur l'appropriation donc au quotidien de ces outils. Donc, moi je voudrais un peu discuter de l'appropriation par les usagers et rapidement ensuite par les acteurs. Donc là je m'appuierai sur deux types de travaux que j'ai pu mener avec des collègues. Alors, sur les usagers, je me suis intéressée à la question des VTC et notamment à leur usage atterrant avec un collègue iranien, Mahdi Samadzad. Donc on a fait plusieurs enquêtes. Alors il faut savoir qu'il y a des VTC atterrants, alors évidemment pas Uber, hein, c'est pas relié au système bancaire international, mais d'autres, notamment Snap, très présent. Et juste pour ceux qui connaissent, qui n'ont pas la chance de connaître Téhéran, c'est une grande agglomération d'environ 6 millions d'habitants, avec un taux de motorisation élevé. Hein, on est à la moyenne mondiale autour de 250 de tête, je dirais, voitures pour 1000 habitants, avec un réseau de transport collectif de qualité. Hein, il y a du métro, du bus à haut niveau de service, mais il y a aussi une tradition de taxi et de taxi collectif de ligne. Et finalement, une part de la marche relativement faible. Il faut savoir que on a près de 1000 mètres de dénivelé entre le sud de la ville et le nord. Vous pouvez même presque aller skier quand vous sortez du métro dans les stations les plus au nord. Donc voilà, pour avoir un petit panorama, et on voulait s'intéresser au rôle à l'arrivée massive des VTC à Téhéran. Ce sont surtout des individus comme vous et moi qui, tel Uberpop qu'on a pu connaître en France, conduisent leur voiture et se mettent sur la plateforme Snap. C'est aussi des taxis ou des taxis collectifs qui peuvent se proposer leurs services via cette application. Et du coup, on a fait des enquêtes pour savoir, parce qu'en fait, on avait de l'information dans la littérature sur les usagers plutôt au nord. On sait que c'est plutôt relativement des jeunes, plutôt de classe aisée, qui vont plutôt utiliser ces applications, ces services pour des motifs loisirs. Et nous, on voulait savoir ce qui en était dans ce contexte iranien. Et ce qui est sorti, c'est que c'était ce qui est intéressant, c'est utiliser de façon. Alors ça, c'est des enquêtes qu'on a fait avant Covid et qui étaient utilisées alors un taux de pénétration très important dans la population. Donc ça veut dire qu'à peu près tout le monde, peu importe le niveau de revenu ou le genre, pouvait utiliser de manière très très ponctuelle, avait déjà utilisé en fait ces outils. Donc une connaissance finalement. Mais ceux qui les utilisaient le plus fréquemment au quotidien, c'est-à-dire plusieurs fois par semaine, voire plusieurs fois par jour, étaient assez nombreux. Donc on s'est demandé si c'était pas presque un mode du quotidien. Et il y avait un profil qui se dégageait. C'était plutôt des individus des classes moyennes, alors notamment des femmes actives plutôt dans le milieu formel, ou des étudiants qui utilisaient donc Snap au quotidien pour leur déplacement domicile-travail ou domicile-études. Et d'une certaine manière, ça permettait de faire office de seconde voiture du ménage dans des contextes où on n'était pas encore dans une multimotorisation. Donc voilà, donc on voit bien que il y a une appropriation au quotidien par un petit noyau, parce qu'on avait des parts modales autour de 10% des déplacements, et ça prenait notamment de la part modale sur les transports collectifs et aussi un peu sur le taxi de ligne, transport collectif, où les femmes notamment trouvaient que c'était plus agréable d'être dans des VTC, elles étaient moins plus de confort, moins de proximité, etc. Donc on voit bien qu'il y a une vraie appropriation au quotidien. On a fait des enquêtes pendant le Covid et on a vu que cette pénétration plus large était beaucoup plus réduite, mais il restait quand même ce noyau dur d'usagers quasi quotidiens des VTC qui continuaient à utiliser. Donc ça, c'était un premier exemple sur une appropriation, et on voit bien depuis
plus d'une douzaine d'années maintenant que ces services existent, un peu moins d'une dizaine d'années en Iran. Ils sont vraiment installés dans le panorama de la mobilité quotidienne pour une partie de la population. Et rapidement, sur un deuxième point, sur un autre type d'acteur que j'avais pu regarder, donc plutôt par les acteurs, la puissance publique, que j'avais pu regarder dans les travaux que j'avais menés avec Sylvanie Godillon, sur une comparaison France-Québec. On s'était intéressé à l'arrivée donc de ces VTC, comment c'était approprié par la puissance publique, donc notamment l'arrivée d'Uber à travers le discours médiatique. Et là, c'est intéressant parce que c'était les débuts, l'arrivée. Donc, on avait regardé entre 2009 et 2015, et on voit vraiment donc une perturbation du système d'acteurs locaux, notamment des taxis, qui voyaient une concurrence alors qu'ils offraient aussi une autre offre, et avec différents processus de régulation. Bon, en France, on a eu l'interdiction d'Uber Pop, donc maintenant c'est plus vous et moi qui pouvez servir de chauffeurs. Ce qui est intéressant, c'est que ces débats, on les retrouve un peu partout dans le monde. Très récemment, j'étais à Dakar la semaine dernière, et la question se pose aujourd'hui. J'ai eu un entretien avec au ministère des Transports, et ils voient arriver de nouvelles applications comme Hitch, Yango, etc. Et la question, c'est qu'est-ce qu'ils en font? Est-ce qu'ils vont l'interdire? Comment ils vont s'adapter? S'il l'autorise, l'enjeu, c'est vraiment ce qu'on appelait transport artisanal. Donc le rôle des taxis, quelle position par rapport aux taxis, quelle position aussi par rapport à ce qu'on appelle les taxis collectifs, les clandos. On sait que ces opérateurs, a priori, Hitch, Yango, recruteraient des chauffeurs, notamment parmi les clandos. Donc voilà, il y a toute une question, sachant que les clandos à Dakar sont illégaux, ils n'ont pas d'autorisation, enfin ils n'ont pas de licence pour pouvoir fonctionner, mais ils sont tolérés dans les faits. Donc voilà, donc on voit plein d'enjeux aussi qui sont intéressants en termes de circulation, et la question du législateur là à Dakar, c'est qu'est-ce qui se passe en Europe, mais qu'est-ce qui se passe aussi dans d'autres contextes africains ou autres sur ces questions de régulation. Donc je vais pas m'étendre. C'était deux exemples, on pourra débattre un peu plus, et je vais laisser la parole. Mais ce qui est vraiment intéressant, je voulais souligner, c'est que voilà, maintenant on a près de 10 ans, on va dire, de recul sur l'installation, une sorte de maturité de ces services aujourd'hui, et quelles appropriations en cours. Merci. Alors, sur un paysage un peu similaire, ce qu'on observe en termes d'appropriation du numérique et de la donnée, principalement, parce que c'est quand même sur cet aspect-là que par la nature des activités, j'observe cet usage-là. Il y a différents acteurs. Il y a vraiment, on va dire, des acteurs qui viennent. Alors déjà dans le MaaS, parce qu'on parlait du MaaS, ce qu'on voit, c'est qu'il y a vraiment deux types d'acteurs. Il y a les acteurs qui non seulement s'approprient le numérique, mais viennent du numérique. Donc des MaaS, des grandes plateformes de MaaS qui de facto. Donc je parle de Google Maps, du Apple Plan d'une certaine manière, Waze qui est dans le giron Google, où on voit vraiment c'est même pas une appropriation, c'est qu'ils sont issus du numérique en fait. La donnée a créé ces applications-là. Et à l'inverse, il y a, on va dire, des MaaS qui souvent viennent d'initiatives plutôt locales, des MaaS, alors soit des MaaS locaux, soit des MaaS spécialisés. Les MaaS locaux, souvent, il y a quand même un défi d'adoption. C'est-à-dire que, et donc l'appropriation du numérique quand il y a du MaaS local, c'est souvent un défi. Je pense qu'on parlait tout à l'heure de est-ce que le numérique est la source des choses ou est-ce qu'il est un facilitateur. Je pense qu'on tombe dans ce cas-là en fait quand on est sur du MaaS local. Si dans votre application de MaaS, l'offre de transport avant le MaaS et avant l'application et après c'est la même, finalement votre taux d'adoption va peu influer. Ce qui est vraiment important, c'est l'offre, c'est l'offre de transport. Après, chez les fournisseurs de services, on voit vraiment deux types d'appropriation du numérique. Pareil, on voit des fournisseurs qui sont très très pointus
sur l'utilisation de la donnée qu'ils génèrent et la compréhension des usages, pour une simple raison, c'est que c'est une partie importante de leur modèle de business. Donc si vous prenez c'est assez intéressant, nous, un cas d'école qui vraiment a quasiment conduit à la création de l'entité pour laquelle je travaille, c'est Los Angeles, Santa Monica en 2018. C'est le moment où c'est le boom de la mobilité, vous savez, en trottinette. Et grosso modo, du jour au lendemain, il y a à peu près, je crois, au pire du moment, il y a entre 40 et 50 000 trottinettes, je crois que c'est 40 000 exactement, trottinettes parachutées sur dans les rues de Los Angeles. Avec des opérateurs qui, il y avait, je sais plus, à un moment donné, il y avait, je veux pas dire de bêtises, je crois ils sont montés à quasiment 10 opérateurs. Et vous avez, donc, ok, il y a ce service qui est nouveau, qui arrive. Alors c'est pas comme aujourd'hui, elles étaient plus rudimentaires, plus fragiles, plus souvent cassées. Donc vous avez à un moment donné donc ce nouveau service qui arrive, qui amène une valeur sur la mobilité, qui amène une certaine nuisance aussi. Vous avez tout à coup, plein de trottinettes à des endroits où peut-être qui sont gênantes, qui créent des problèmes sur le bord des plages, dans les plages, sur le sable, dans l'eau même. Et franchement, ce qui se passe, c'est vraiment le cas d'école. Donc un des fournisseurs, c'est notamment Lime, il y en a d'autres, hein, Lime, Dot, Tier, des grandes marques enfin pas Tier à l'époque là-bas, mais Lime, Dot notamment. Et finalement, la ville de Los Angeles se dit bon, qu'est-ce qu'on fait de ça? Qu'est-ce qu'on fait de ça? Il commence à y avoir des plaintes, il commence à y avoir des problèmes de sécurité, bêtement, hein, des gens qui tombent à cause d'une trottinette au sol. On parlait de l'accessibilité PMR aussi, à un moment donné, quand vous avez des trottinettes partout. Et finalement, la solution qui est prise, et c'est là où l'appropriation du numérique est intéressante ici, c'est à un moment donné, la ville de Los Angeles se dit, bon, enfin le LA DOT, du coup, le département de transport, dit, on veut pas interdire ce service de mobilité, parce que quand même à Los Angeles, il y a une vraie lacune de transport public, il y a une vraie recherche d'alternatives à l'autosolisme, grosso modo, et se disent, bon, on va mettre en place un cahier des charges pour les opérateurs qu'on va contrôler numériquement. D'accord? Et là, énorme levée de bouclier de la part des opérateurs, surtout ceux qui étaient venus avec la donnée comme business model sous-jacent. Donc, énorme levée de bouclier, action en justice, la ville n'a pas le droit de faire ça, c'est une atteinte à la privacy, enfin la confidentialité, la côté vie privée des utilisateurs. Énorme levée de bouclier. Et alors je pense que c'est un exemple intéressant parce que ça montre qu'effectivement, il y a des opérateurs qui aujourd'hui sont très matures sur le sujet. Et ça faisait partie du business model dès le départ. Concrètement, j'analyse les usages et je monétise les usages. Et donc donc dans ces cas-là, la donnée fait partie du trésor de guerre, donc ne peut pas forcément être partagée. Ça montre aussi, et je pense que c'est une bonne illustration de ce qu'on disait précédemment, là où le numérique peut être un facilitateur. C'est-à-dire que si on n'a pas ces modèles de données à l'instant T, la décision c'est stop, on arrête pour une ville. Stop, on prend pas le risque d'avoir cette anarchie, donc on arrête, on légifère, on arrête. Donc c'est un peu l'exemple similaire à Dakar où finalement qu'est-ce qu'on fait de ce service, est-ce qu'on le contrôle ou est-ce qu'on le contrôle pas. Donc c'est un exemple pour montrer donc des opérateurs très 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 au fait de la valeur de la donnée, et à l'inverse on voit des opérateurs qui sont plus locaux, plus vraiment dans une logique de service et avec des modèles de business, des modèles de revenus assez différents, où là la donnée est vraiment quelque chose de secondaire. En 3, au niveau, on va dire, ville, autorité organisatrice de transport, ce qu'on voit, alors, déjà, il y a il y a un spectre, hein, un continuum, certains acteurs sont plus avancés que d'autres. Globalement, quand même, un secteur qui a besoin, enfin, où la donnée est pas forcément utilisée autant qu'elle pourrait l'être. Et en fait c'est facile à voir, c'est que souvent quand vous utilisez pas ou vous faites une bonne façon de voir quelle est la maturité d'un acteur vis-à-vis de la donnée, c'est simplement la qualité de données. Et en fait quand vous soulevez le capot aujourd'hui, vous voyez que quand même les villes ont des moyens, mais
Mais c'est vrai que la qualité de données, ça dépend des sujets. Il y a des sujets qui sont très pointus, puis il y en a d'autres où vraiment il y a un fossé à franchir. Fossé, on parlait d'acteurs, donc typiquement là, je parle de mon petit business. Hein. Nous, on aide les villes là-dessus à approprier cette donnée sur l'ensemble des acteurs de mobilité, améliorer la qualité et consorts. C'est un espace, je veux dire, la raison pour laquelle on fait cette activité-là, notamment aujourd'hui, pour permettre aux villes de comprendre les usages, de permettre justement de mieux contrôler les opérations, s'assurer que quand une ville notamment met un cahier des charges, c'est très bien de mettre un cahier des charges, mais si vous ne pouvez pas contrôler que les acteurs le suivent, ça sert un peu à rien. Donc l'idée c'est de pouvoir aider les villes aussi, ou les autorités organisatrices en tout cas, de contrôler effectivement est-ce que ces opérateurs, est-ce que ces MSP, là, ces fournisseurs de mobilité respectent le cahier des charges. Et ça montre, la seule raison pour laquelle une activité comme ça existe aujourd'hui, c'est entre guillemets pour remplir une faille où effectivement il y avait une appropriation du numérique à améliorer, je pense, au niveau organisation de transport. Voilà, c'est à peu près l'écosystème qu'on voit aujourd'hui. Et je sais plus. Non, voilà, grosso modo. Alors, moi, je rejoins ce que disait Gaël Esteva, que effectivement, la question qui est extrêmement intéressante, c'est de savoir qui en fait bénéficie de ces outils du numérique, en tout cas dans les usagers. Et alors, j'ai dans le cas de Truffy, il y a l'exemple de Cochabamba où on a déployé cette application MAS, donc de premier niveau, où justement ça aide donc les usagers à se déplacer. Il y a réellement la question de déjà ça ne sert pas, cette application n'est pas utile aux personnes qui ont des voitures. Clairement, ils vont préférer se déplacer en voiture, ok, ou en taxi par exemple, s'ils veulent justement éviter de subir ce stress lié au trafic, en tout cas de conduire dans la congestion. Et par contre, également, ceux qui n'ont pas d'application, qui n'ont pas de smartphone ou d'application, ne vont pas pouvoir bénéficier de ce service également. Et cela dit, dans le cas de Truffy, ils font en sorte, en tout cas, le déploiement de l'application, l'application peut être installée sur des très très vieux téléphones. Cela dit, ça n'empêche pas que sur un petit téléphone qui n'est pas un smartphone, ce n'est pas possible. Donc toute la population la plus pauvre, en tout cas, je connais pas trop le cas de la Bolivie, mais en tout cas, certainement, les populations les plus pauvres ne peuvent pas forcément, en tout cas, toutes les populations qui ne peuvent pas s'offrir un smartphone ne peuvent pas utiliser cette application, sachant qu'il faut également, il y a j'ai le mot en anglais, mais literacy, digital literacy, l'électronique. Okay. Le fait de effectivement pouvoir être capable d'utiliser une application, avoir une éducation suffisante. En Inde, par exemple, il y a le cas de connaître également la langue hindi, les langues principales hindi ou anglais. Et dans le cas de la Bolivie, c'est pareil. Si on parle que quechua, c'est un problème si l'application est en espagnol. Ça, c'est également des questions que se pose d'ailleurs l'application Truffy, l'association. Et donc, c'est principalement les populations qui utilisent les transports publics. Bon, je connais plutôt le cas de l'Inde, dans le cas de la ville de Pune, par exemple, ceux qui utilisent les transports publics, pour le coup, ce sont surtout les travailleurs du gouvernement ou les travailleurs qui sont plutôt pauvres, parce que de toute manière, les travailleurs du gouvernement également n'ont pas un salaire très élevé. Donc, et les étudiants. Donc, c'est vraiment une population relativement peu aisée. Et également, par contre, dans le cas de Truffy, ce qui est intéressant, c'est que ces populations donc, qui utilisent, en tout cas l'utilisateur de l'application, est aussi acteur parce qu'en fait, il peut mettre à jour, en tout cas signaler quand une route n'est pas, quand l'horaire n'est pas bon, ou quand la route a été changée, pour justement maintenir cette fiabilité de l'application et des informations données. Et par contre, dans le cas, donc, un autre acteur qui pourrait bénéficier également d'un service comme Truffy, donc les autorités publiques, on a beaucoup de mal, en tout cas dans l'association, à travailler avec eux. Souvent, ils sont réticents ou bien, en fait, ils se désengagent. Mais par contre, ils sont contents de bénéficier de l'application. Parce que justement,
eux, ils sont désengagés. Il y a une application qui finalement aide à réunir tous ces opérateurs artisanaux artisanaux qui justement sont désorganisés dans un système complètement désorganisé. Donc ça réellement aide les autorités. Mais voilà. Et cela dit, il y a aussi cette question, et donc ça, c'est des travaux qui sont en cours, en tout cas pour l'association, d'essayer de créer par exemple un dashboard pour les autorités, leur proposer une plateforme pour en fait créer des analyses de données avec les données qu'on a disponibles parce qu'elles sont complètement open source en fait. Et surtout qu'elles sont pas liées à un usager, elles sont liées uniquement aux requêtes que font les usagers. Et donc bon, si quelqu'un fait 5 requêtes, le problème c'est qu'on ne sait pas qui a fait quoi, et donc on a juste beaucoup de données, mais cela dit, ça aide quand même à savoir où vont les gens, et donc ça peut être une information assez utile pour les autorités, et aussi ça donne quel nombre de les transferts, combien de bus il faut prendre pour justement se rendre à la destination. Ça peut être une information cruciale pour les autorités pour savoir là où les gens vont, et en fait là où les connexions sont très mauvaises. Donc tous ces, ça c'est un travail en cours. Je suis également justement, dans mon doctorat, j'ai l'intention d'analyser ces données pour Cochabamba. Après moi, je m'intéresse plutôt à la question justement comment bénéficient les femmes. Ça c'est aussi une grande question. Parce que souvent elles sont usagères justement des transports publics et par contre les femmes ont beaucoup moins par rapport aux hommes la possibilité de s'offrir un véhicule ou d'être prioritaire sur le véhicule de la famille. Et donc c'est toute une pardon, je perds ma voix. C'est toutes des questions qui se posent. Merci. Du coup, pour continuer un peu sur ces échanges-là, moi je vais passer côté opérateur, on a fait usage opérateur. Pour voir un peu, pour répondre à cette question par rapport à l'appropriation dans les territoires. Donc, comme Solène l'a dit au début, il s'agit quand même des projets, enfin des systèmes de transport qui sont assez territorialisés, qui s'attellent quand même à un périmètre d'action, qui soit public ou pas, même si la mobilité dépasse ces frontières-là. Je vais quand même parler de différentes catégories d'acteurs et c'est justement là où c'est intéressant, en tout cas du côté opérationnel, sur comment arrivent ces outils numériques en termes d'appropriation. C'est dans les deux sens, c'est toujours côté opérateur mais aussi côté autorité organisatrice des transports. C'est-à-dire que c'est quand même un degré supplémentaire. Moi, je le lis aussi comme un degré de négociation supplémentaire pour opérer ces services. Sébastien parlait, par exemple, des appropriations de normativité, en termes d'une normativité, standardisation d'une donnée qui est recherchée, qui est exigée aux opérateurs. Sébastien parlait de la micromobilité, mais aussi on voit ce système de valeurs apparaître sur justement ce créneau de la régulation, donc comment est-ce que les autorités régulatrices régulent les opérateurs. Et justement là, on voit apparaître plein de petits outils qui viennent du numérique. Donc ça peut être des capteurs, ça peut être des algorithmes, toujours liés à la donnée. Donc toute une série d'outils qui visent la création de la donnée, la collection de la donnée et l'analyse de cette donnée. Donc comme ça va dans les deux sens, côté opérateur comme autorité organisatrice, on voit que des fois il y a des acteurs intermédiaires, ça peut être des entreprises privées comme Bolloré, et c'est important aussi de voir comment est-ce que ces acteurs-là se placent dans cet univers. Pour par exemple parler du cas, je vais d'abord parler du cas de Mexico, et la question se pose vraiment de savoir, bon voilà, est-ce que dans la mobilité, dans les transports artisanaux, on introduit une puce qui récupère plein de données. Ces données-là vont être sur le modèle érigé, elles vont servir à l'opérateur pour avoir une optimisation, c'est-à-dire être plus rentable, mais ça va à la fois servir aux autorités régulatrices d'émettre plus ou moins de permis, d'établir vraiment un contrôle. Et dans les villes du Sud, c'est quand même un enjeu énormissime. Se passe à travers de cette donnée et de cette espèce de contractualisation un peu invisible à travers des petits outils qui s'invitent à bord
peu importe de quoi on parle, ça peut être une voiture des années, enfin un petit minibus des années 70, comme ça peut être un bus tout neuf électrique. Voilà, c'est vraiment de lisser un peu comment est-ce que ça s'organise et en tout cas comment est-ce que les autorités s'y prennent. En France, on a exactement moi j'observe également le déploiement de ce type de système. Alors là, on était sur la micromobilité, sur l'artisanal. À Paris, on est quand même aussi dans un truc que je vois qui se passe comme ça. C'est-à-dire, on est dans un contexte de la fin des monopoles publics. Donc, pour opérer les transports publics, il y a à Paris, on est en train de faire ce qu'on appelle une ouverture à la concurrence pour la petite couronne. En gros, en France, ça s'est déjà passé, mais Paris, c'est une des dernières régions à opérer cette délégation de service public à travers des contrats, des lots de contrats. Ça va être le cas pour 2024. Et en tout cas, les entretiens que j'ai faits en Île-de-France, c'est exactement ce qui en ressort. C'est-à-dire que les cahiers des charges s'alourdissent de plus en plus. Les autorités organisatrices acquièrent de plus en plus de compétences, c'est-à-dire y compris techniques, pour l'analyse des données, pour le recueil, et ils deviennent, selon les opérateurs, de plus en plus intrusifs dans leur opération. Ça veut dire que dans les cahiers des charges, il y a des petites briques qui se rajoutent pour obtenir des données opérateurs qui auparavant n'étaient pas dans l'obligation de fournir. Et ça place aussi, ça re-questionne le rôle des autorités organisatrices en termes de régulation, mais aussi de l'acquisition de ces nouvelles compétences techniques. Et voir, ça pose aussi la question que personne n'a su me répondre, qui détient cette plateforme de données, si c'est la ville qui a les compétences, qui n'a pas les compétences, et même à Paris, Île-de-France Mobilité ne sait pas si c'est vraiment dans son ADN ou dans la législation en cours de gérer une base de données de dans ces sens. Voilà. La parole à Lisa. Quotidien numérique, à la fois du côté des usagers et du côté des acteurs de la planification. Au niveau des usages, c'est intéressant parce que le numérique a été rapidement approprié à Dakar dans plusieurs secteurs, notamment le secteur du mobile money, parce qu'il est venu répondre à un vrai besoin, dans le sens où on est dans un contexte où le taux de bancarisation est très faible, et donc la création de ces applications qui permettent de mettre de l'argent sur son téléphone et ensuite de payer directement avec cet argent dématérialisé, c'est assez révolutionnaire et ça a été très largement approprié, tout comme des applications de communication comme WhatsApp qui ont été appropriées de manière vraiment multigénérationnelle. Dans ces deux exemples, le numérique est venu répondre à un besoin et a été approprié à une réalité finalement, à une réalité donnée. Dans le cas du transport, c'est beaucoup plus difficile. Si on prend l'exemple des applications de transport privé avec chauffeur, comme par exemple Uber, toutes celles qui ont essayé de s'implanter à Dakar, que ce soit des entreprises étrangères ou des entreprises sénégalaises, ça a toujours été un échec, ou en tout cas, c'est des entreprises qui connaissent beaucoup de difficultés, parce que c'est comme une volonté d'appliquer un modèle qui a fonctionné ailleurs, mais qui n'est pas adapté aux besoins sur place. Parce qu'on est dans une ville où il y a des milliers de taxis qui circulent en permanence jour et nuit, qui sont finalement assez peu chers, en tout cas pour une classe dite moyenne ou des usages occasionnels. Et donc il n'y a pas finalement l'application, elle n'est pas vue comme un moyen de faciliter le service, de l'améliorer, mais elle est plutôt considérée comme une difficulté. L'application, elle crée une nouvelle intermédiation entre le chauffeur et l'usager, là où elle n'est pas nécessaire, en tout cas là où les habitants de Dakar n'ont pas le besoin et n'ont pas non plus le réflexe d'avoir recours à ces applications. En plus, ça soulève plusieurs enjeux, notamment celui de l'appropriation, d'avoir le réflexe d'utiliser une application, et aussi celui du coût de la donnée, parce que avoir en permanence de la 3G ou de la 4G et partager sa localisation en temps réel, ça coûte de l'argent et ça coûte aussi de la batterie. Enfin, finalement, ça crée plus de difficultés que d'améliorations, et c'est des solutions qui sont largement délaissées par les populations à Dakar. Du côté de la gouvernance, des acteurs en charge de la régulation,
il y a des initiatives qui sont liées au numérique et qui sont intéressantes, même si on manque de recul pour, je pense, voir des résultats concrets. Par exemple, le CETUD, donc, qui est l'organe régulateur du transport, s'est associé avec Orange pour acheter des données auprès de l'opérateur, des données de téléphonie des différents usagers, ce qui permet au CETUD de voir quelles sont les lignes les plus empruntées, à quelles heures de la journée, pour mieux planifier l'offre de transport. Donc, encore une fois, c'est une initiative assez récente, donc il n'y a pas vraiment eu d'observation concrète de résultats, mais on peut dire que c'est quand même une sorte de petite révolution, dans le sens où l'accès à la donnée, c'est un enjeu majeur, surtout pour des villes, en tout cas pour des villes des Suds, en tout cas pour Dakar, là où la donnée, elle était avant exclusivement permise quand on faisait des enquêtes ménages, qui sont des enquêtes qui sont longues et assez fastidieuses. Donc là, ça permet d'avoir une donnée immédiate ou relativement rapide, ce qui est pour le coup assez nouveau dans le secteur du transport. Enfin, je termine par... Merci beaucoup. Merci déjà merci à tous nos intervenants pour ces deuxièmes éléments de réponse. Et on voit bien effectivement que selon les villes, selon les catégories d'acteurs, on est bien sur des dispositifs d'appropriation qui sont très différenciés. Et pour rebondir sur ce que tu disais, Kay, j'avais eu le même type de témoignage de la part des autorités de la mobilité au Cap en Afrique du Sud, où ils me disaient justement que eux ne voulaient pas se positionner comme étant les détenteurs de l'information pour faire des applications. Ils disaient c'est pas notre ADN, c'est pas notre métier. Notre métier, c'est d'être sûr que le secteur privé puisse avoir accès à la donnée et s'en emparer, mais nous, on n'a pas pour vocation de faire des applications mobiles, quoi. Donc, on voit bien que ces enjeux, ils sont quand même relativement forts. Ils se posent de façon relativement similaire là pour un ensemble de territoires. Et là, ce qui était aussi intéressant à vous entendre, c'était d'avoir quand même déjà ces premiers éléments. Alors, bilan, ce serait un petit peu trop fort, mais ces premiers retours, ces premières analyses qui montrent déjà un petit peu les appropriations, les utilisations et dans certains cas aussi les impasses de certaines utilisations des outils numériques dans le secteur des transports. Et j'aurais bien aimé que vous reveniez peut-être chacun à partir d'un projet sur lequel vous avez travaillé, d'un cas d'étude ou vraiment d'un objet spécifique sur ce qui vous semble être pour vous la pertinence des outils numériques dans le secteur des transports urbains et éventuellement analyser quand vous observez des blocages, si ceux-ci sont liés peut-être à la question de l'échelle à laquelle se déploient les projets, qui n'est pas forcément toujours adaptée, ou peut-être que ce sont des outils qui ne sont pas aussi nécessairement adaptés aux besoins des acteurs qui sont censés s'en emparer. Voilà. Gaëlle, je te laisse la parole pour commencer sur cette troisième et dernière question transversale. Merci Solène, j'aurais bien aimé conclure, mais bon, je vais commencer quand même, parce que moi je réfléchissais un peu à cette question, je voulais la prendre un peu sous l'angle des défis aussi que pouvait poser le numérique, et je vais rester sur mes deux grandes catégories d'acteurs, les usagers et la puissance publique. Je laisserai la parole à d'autres sur la question des exploitants. Mais sur les usagers, ça a été abordé par Pauline, par Lisa, un peu par Kay, mais donc la question de l'accès à ces services et en quoi ça pouvait limiter ou au contraire accentuer certaines inégalités socio-spatiales présentes. Déjà, il y avait déjà les travaux de Gabriel Dupuis sur les questions de fracture numérique. On voit bien que tout le monde n'a pas accès. Ça a un coût, Lisa l'a bien dit, ça a un coût la donnée, l'accès à la donnée, ce qui fait que dans certains cas, ça va être une personne, peut-être on peut voir dans certaines conditions pour les populations les plus modestes où il va avoir un téléphone, un smartphone qui va être partagé par la grande cellule familiale, je puis dire, pour avoir des informations. Il y avait les travaux de In Kadira qui a fait une thèse justement sur ces questions à l'UNTPE en comparant l'appropriation de l'information voyageur à Lyon, à Rabat. Donc ça pourrait aussi intéresser Pauline. Et elle montrait que voilà, cette information numérique, c'était une piste d'amélioration des conditions de déplacement pour une partie seulement des citoyens. Il fallait voir ça en complément d'autres moyens d'information, et en tenant compte, bien évidemment, des inégalités socio-spatiales existantes. Donc voilà, donc là l'enjeu, il y a cette question de pour qui
comment, à quel coût. Donc un vrai enjeu. On voit bien que ça peut améliorer les conditions de déplacement pour des populations souvent déjà un peu aisées ou qui ont voilà certains moyens. À améliorer leur sécurité aussi, hein, mais de déplacement, c'est peut-être moins le cas à Dakar, c'est des éléments qui peuvent être abordés dans d'autres contextes. Donc voilà, c'est pour les usagers, je voulais appuyer sur cet élément-là, hein, de mettre en perspective par rapport à ces inégalités. Et sur l'enjeu, je pourrais en parler beaucoup plus longuement, et sur l'enjeu sur la question des politiques publiques, je voulais revenir, hein, il y a un maître mot qui a été vraiment dit plusieurs fois par Sébastien, par Kay, sur la question des données. L'enjeu des données et qui maîtrise ces données. Alors évidemment il y a la question pour la puissance publique du risque désintermédiation, hein. Comme on l'a dit Kay, c'est l'arrivée d'un nouvel intermédiaire, mais le risque de la puissance publique de se faire désintermédier. On a bien vu cet enjeu avec Waze ou Google. J'ai des souvenirs de ma vie en bureau d'études où il y avait un enjeu pour l'accès aéroportuaire. Par exemple, je vous donne un exemple très concret, mais la ville de Mitry-Mory, le centre-bourg, plutôt mignon, était traversée par des poids lourds toute la journée. Les riverains n'en pouvaient plus. Et pourquoi? Eh ben parce que Google disait que la sortie la plus simple pour aller sur la plateforme aéroportuaire pour les poids lourds, c'était de sortir une station avant, enfin de prendre une sortie d'autoroute sur la 1 avant, et ça passait par le centre-bourg de Mitry-Mory. Et alors, il y a eu des échanges avec Google qui donnaient pas beaucoup. Alors, je sais pas où c'en est aujourd'hui, mais ce qu'avait trouvé la municipalité de plus pratique, c'était de mettre des gros blocs de béton à l'entrée de Mitry-Mory, qui obligeait du coup les poids lourds à faire demi-tour, à revenir sur la bretelle autoroutière et à sortir à la bonne sortie. Donc, mais aussi les travaux d'Antoine Courmont sur la question de Waze et la désintermédiation, hein, où vous voyez que vous êtes riverain, vous avez vos enfants jouent devant chez vous, c'est très tranquille. Mais quand vous êtes qui n'utilise pas Waze parmi les automobilistes, parmi nous, vous êtes bien content quand il y a un gros bouchon, un itinéraire alternatif. Et là, vous allez prendre des petites routes. Donc, à la fois, vous allez du coup utiliser des voiries locales pour du trafic d'échange ou de transit. Et que fait la collectivité? Donc, il y avait la ville de Boston qui avait fait un partenariat. Il y a aussi les grands autoroutiers français comme Sanef, par exemple, qui ont des partenariats avec Waze pour se mettre d'accord. Donc, il y a de la donnée qui revient en continu. Et à la fois, il y a une logique aussi de maîtrise de la hiérarchisation du réseau en fonction des types de trafic. Donc ça, c'est un vrai enjeu. Et cette question de la maîtrise de la donnée, on pourrait l'avoir donc sous un risque pour la puissance publique de désintermédiation, mais aussi un risque, là plutôt pour les populations, de total contrôle par la puissance publique. Et ça, c'est des travaux que je mène avec Virginie sur le cas de Kigali au Rwanda. C'est assez intéressant parce qu'il y a eu des grandes réformes des transports collectifs. Alors à Kigali, avec une forte régulation et maîtrise des données, hein, que ça soit dans le système de transport, mais aussi dans d'autres domaines. Hein, il y a une agence qui gère ces données, c'est extrêmement impressionnant. Tous les taxis et mototaxis doivent avoir un compteur qui est utilisé en temps réel, et on a vu, hein, on était allé au poste de contrôle et on voit tout, on sait tout, hein, et là la question se pose sur jusqu'où va la puissance publique, hein, dans le contrôle des circulations de ces populations. Donc je vais pas détailler plus, hein, il y aura plutôt un papier dessus en cours. Mais voilà, donc on voit bien ces deux faces, hein, entre risque pour la puissance publique d'être des intermédiaires, mais risque que la puissance publique contrôle tout avec vraiment ce noyau fort des données. Voilà, je laisse la parole à... Alors, en termes d'échecs ou de points négatifs, la liste peut être grande, hein, ça dépend comment on regarde. Concrètement, et je reviendrai toujours un peu sous l'angle des données à nouveau, et des raisons qui font que les projets des fois vont pas à bout, vont pas à terme ou amènent pas la valeur attendue. Alors, je reviens sur les histoires de qualité de données. Je pense qu'on parle d'opérateurs ou d'agrégateurs ou d'autorités organisatrices qui ont besoin de données pour mieux comprendre. La qualité de données, c'est essentiel. Effectivement, Lisa parlait d'enquête ménage, d'enquête un peu
Donc ça, c'est très bien. Après, quand on veut aller dans la réalité opérationnelle, avoir de la donnée fiable, c'est extrêmement important. Surtout quand vous commencez à faire en tant qu'autorité organisatrice, vous faites de la régulation assez fine. Un cas d'école, typiquement, on travaille avec TfL, Transport for London, et où on reparle de micromobilité ici. Tout ce qui est, il y a des logiques de stationnement. Vous savez, un peu la même logique qu'à Paris, où quand vous faites il y a des zones pour stationner en termes de trottinettes. Et à Londres, pour ceux qui ont été à Londres, vous savez, il y a un réseau c'est un développement ancien, avec des trottoirs qui sont pas toujours énormes, et ils ont des vraies contraintes d'utilisation de l'espace, d'utilisation des trottoirs. Ils ont mis en place des règles contraignantes pour où est-ce que doivent se garer des trottinettes, des vélos, enfin ces choses-là. Et il faut voir que ça dépend des endroits, ça dépend des opérateurs. Mais bon, quand on regarde la qualité des données aujourd'hui, concrètement, et dans les zones assez denses, par exemple City of London, là, le borough au milieu, où les bâtiments sont assez hauts et les routes assez étroites, tous ces positionnements de véhicules, c'est du GPS. Vous avez le meilleur des opérateurs vous garantit à peu près 11 mètres de précision. Le pire il la garantit pas, on voit 11 mètres de précision. Le pire des opérateurs, on est à 36 mètres. Et puis TfL nous dit, est-ce que vous savez me dire si cette trottinette, elle est dans ce carré de 4 mètres par 4 ? Ah, voilà. Bon, c'est un exemple. Ça, c'est le premier point. Donc, la qualité de données. Et je dirais de manière générale, s'assurer qu'on soit cohérent. Une des façons de réussir, c'est quand même de s'assurer qu'on est cohérent entre la qualité de la donnée qu'on a et les objectifs qu'on se fixe en tant qu'organisation, en fait. Et même en tant qu'organisation au sens large. Un deuxième exemple, ça c'est la ville de New York. On voit souvent quand le numérique arrive, il y a vraiment tu parlais de promesses, Kay, et des fois tout le monde s'enflamme, entre guillemets, on va faire des trucs fantastiques. Et par exemple, les autorités organisatrices encore ont tendance à surcomplexifier les règles d'opération, même dans leur cahier des charges en fait. Donc vous avez une ville qui va accueillir un nouveau type une nouvelle modalité, de l'autopartage ou enfin peu importe, quelque chose de nouveau. Le cahier des charges, souvent, c'est ce qu'on observe, hein, une démarche où les premiers cahiers des charges sont vraiment compliqués en termes d'opération, ou du moins vont être compliqués pour mesurer si les règles sont observées ou pas. Alors, premièrement, et deuxièmement, peuvent même amener à des problèmes de sécurité. Je vais donner un exemple assez intéressant. On a la ville de New York, typiquement, ils mettent en place un programme dans le Bronx, un programme de trottinettes en libre service, avec un but, c'était dans le Bronx, un programme pilote. Pour ceux qui connaissent, le Bronx, historiquement, c'est un quartier qui a toujours été délaissé par l'infrastructure de transport public, donc il y avait une vraie volonté d'amener ça en complément. Donc ça c'est très bien. D'un autre côté, pour des raisons de sécurité, donc la direction des parcs dit oulala, attention, on va vouloir contrôler la vitesse des engins dans les parcs. On veut pas d'accident, on veut que personne se gare dans les parcs. Donc on crée des zones. Et donc in fine, il y a un millefeuille de règles opérationnelles qui sont créées. Très bien. Reste que le numérique amène la digitalisation de ces règles. Que par exemple, et nous on était, dans le cadre de Blue System, là, mon entreprise, on est l'intermédiaire qui pousse ces règles digitalisées aux opérateurs et qui, pour éviter et qui finalement mettent en place une logique assez sophistiquée qui font que chaque trottinette qui roule est géolocalisée et sait s'il respecte ces règles ou pas. Donc ça a l'air fantastique sur le papier. Mais comme ces règles, elles sont très complexes, et donc il y avait des histoires de, voilà, ici il y a un parc, ici il y a des routes où vous pouvez rouler tranquillement, ici attention, il y a vraiment un millefeuille là vous pouvez pas vous garer, là vous pouvez pas rouler, là vous pouvez pas rouler vite. Et tout à coup vous vous retrouvez avec des trottinettes, des gens qui traversent des boulevards, puis les boulevards à New York c'est grand, hein, des personnes qui traversent des boulevards, qui veulent avancer, et tout à coup en plein milieu, je vous rappelle qu'on a les problèmes de position GPS. Et en plein milieu, la trottinette se croit dans le parc d'à côté et dit non, moi je m'arrête, je roule plus. Et donc vous avez quelqu'un qui était sur sa trottinette, d'un coup le truc il freine quoi. Et là vous dites
Ok, je crois que ça a été trop loin là. Et donc voilà, on est encore sur des logiques de voilà où il faut ajuster, il faut adapter, et on y arrive très bien en fait. Souvent, ce qui se passe, c'est que c'est itératif, hein, et à terme, voilà, il y avait une vraie exigence de sécurité, très bien pour la direction des parcs. À l'inverse, faire s'arrêter piler net des engins quand ils traversent des routes, c'est peut-être pas la meilleure solution. Donc il faut équilibrer et simplement être raisonnable. Donc ça, c'est vraiment je dirais, la surcomplexification peut amener à des, à des phénomènes un peu compliqués. Sans parler, bon voilà, ça c'est des expériences un peu outre-Atlantique, mais sur des villes françaises, des fois on voit des cahiers des charges qui sont euh, quand même sérieux, quoi. Donc à un moment donné, on arrive en disant, ça fait partie d'un rôle qu'on peut avoir aussi, hein, dans ces cas-là, de dire, attendez, on pense que ça, vous allez un peu trop loin, ça va être compliqué à gérer dans la réalité, et essayer d'avancer, de contourner les choses. En termes les deux derniers points que je voulais mentionner, donc il y a l'aspect, on va dire, un peu complexification, enfin structure très complexe, que ce soit au niveau légal des fois ou au niveau avec des empilements de différents niveaux qu'on voit, et c'est quelque chose qu'on voit un peu partout. Moi j'ai l'impression que c'était très franco-français, mais en fait, mais quand on regarde de plus loin, moi ce qu'on observe beaucoup, c'est différents échelons d'organisation. Donc tu parlais d'IDFM versus la ville de Paris, donc ça c'est un exemple parisien. Nous donc on voit, c'est quelque chose qu'on observe. Vous allez à Los Angeles, vous verrez la même chose, avec donc qui des fois empêche d'adopter des solutions numériques qui sont, on va dire, qui peuvent être cohérentes, mais on a des problèmes de mise en place. Mais je pense que c'est vrai pour le numérique, c'est vrai pour tout en fait, concrètement. Mais ce qu'on voit aussi, et indépendamment de l'échelon, on va dire, un peu législatif et des structures d'organisation, ce qu'on voit aussi, c'est au sein, en tout cas, des autorités organisatrices, des approches très segmentées. C'est-à-dire que même dans une entité, aujourd'hui, concrètement, c'est assez souvent, et ça c'est pareil, je croyais que j'avais l'impression que c'était un peu une complexité européenne, mais on la retrouve enfin outre-Atlantique, où pourtant c'est parfois plus simple, mais on va parler, vous avez un service qui va gérer telle modalité, tel mode de transport, qui parle pas forcément au service qui gère donc la personne qui parle de l'autopartage va pas s'occuper des mobilités partagées, mobilité douce, type micromobilité, et donc là, c'est pas des échecs, mais c'est plus on va dire, il y a un effet levier qui est pas pris. En fait, c'est concrètement, on va travailler avec une entité pour dire, bah voilà, on vous amène des données de modalité X, puis après modalité Y, mais tout ça n'est pas forcément mis en perspective avec une perte de valeur. Donc ça, c'est un point qui est très important. Le dernier, c'est une difficulté plus à la mise en place, c'est effectivement les problèmes de vie privée. Et effectivement, où mettre le bon curseur. Et ça, alors, juste pour partager un peu des retours, pareil, donc on a une expérience, la plupart de nos clients sont aux États-Unis aujourd'hui, et l'aspect, on va dire, aux États-Unis, une ville, c'est une émanation du gouvernement, grosso modo, l'organisation de transport et c'est quelque chose auquel les villes, mais les citoyens font extrêmement attention sur quel est le niveau de données que l'autorité organisatrice a sur mes déplacements. C'est quelque chose de très... Alors, je pense que dans la réalité de tous les jours, plus personne n'y pense, mais si vous voulez, c'est quelque chose qui peut facilement enflammer un débat public et qui peut facilement entraver un projet. Et donc, ça fait partie des difficultés qu'il faut gérer. Et donc nous, en tant qu'opérateur privé, on va mettre toutes les garanties sur la table de type, de toute façon, on fait que ce qui nous est demandé. Mais nous, on est là derrière pour aider les autorités organisatrices à amener les garanties nécessaires. Mais effectivement, on sent que c'est souvent un frein à la mise en place de certains projets, ou en tout cas, ça peut être instrumentalisé. Donc l'exemple de Los Angeles que je prenais précédemment, où ça a vraiment servi
ça a été instrumentalisé par des opérateurs privés pour dire oh là là, vous allez contrôler beaucoup trop de données de nos chers citoyens, vraiment vous voulez faire ça. Et donc ça fait partie des sujets qu'il faut vraiment contrôler au niveau, en tant qu'autorité organisatrice, à un moment donné, il faut être conscient de ce risque-là, parce que ça peut vraiment torpiller une initiative. Alors, je reviens sur pardon, la pertinence, donc la question sur la pertinence des outils numériques pour les usagers. Alors, je vais prendre le cas de l'Estonie, justement, où donc j'ai l'université où je fais mon doctorat, en fait à Tallinn, donc la capitale. La première fois que j'y suis allée, justement, j'ai oublié mon portable, donc j'étais pendant 2 semaines et j'ai oublié mon portable à Paris. Et donc, je suis arrivée sans portable. Et en fait, j'ai dû réapprendre à utiliser simplement le réseau de transport de bus. Il n'y a que des bus et des tramways, donc tramway bus, trolley à Tallinn. Et en fait, le système à Tallinn est fait de manière hyper simplifiée et hyper bien fait, en fait. Toutes les informations y sont, les informations nécessaires. Il y a des cartes à chaque station. Donc, même si on n'a pas Google Maps ou quoi, on peut toujours se repérer dans la ville grâce à cette carte. Et surtout, tous les bus sont mentionnés. Enfin, c'est vraiment hyper bien fait. Et en fait, ça dénote un manque, rien qu'en France, ou un manque dans certaines villes, en fait, ce délaissement, en fait, de mettre à jour ces informations, qu'elles soient claires, qu'elles soient précises, mais simplement qu'il y ait le minimum. Et bon, bien sûr, cela, encore une fois, ça nécessite une certaine éducation de la population, mais réellement, ça me questionne aussi sur la nécessité d'avoir ces outils du numérique. Après, bien entendu, parce que finalement, ce minimum, enfin, ce serait suffisant en fait pour des villes des Suds, par exemple, en tout cas, et même dans les Nords. Après, ce qu'apporte une application, bien sûr, notamment Mass, c'est l'optimisation, en tout cas pour les villes des Nords, cette optimisation du temps, où on peut, en fait, les usagers à Paris, ils utilisent ces applications notamment pour voir à quelle heure ils vont arriver à leur destination. Et dans le cas des usagers de l'application Truffy à Cochabamba, donc en Bolivie, eux, ils utilisent l'application, vu qu'ils n'ont pas cette précision, en fait, du temps de l'arrivée, en fait, de l'heure d'arrivée. Eux, ils l'utilisent pour justement connaître ces informations aussi simples que quel bus je dois prendre pour me rendre à cette destination. Donc en fait, ils utilisent cette application surtout pour savoir, ils l'utilisent plutôt pour lorsqu'ils ne connaissent pas la destination où ils vont, donc pour les nouveaux trajets. C'est quelque chose qu'on observe, mais surtout enfin en tout cas, finalement ce numérique, il est en fait il comble ce gap, enfin ce manque d'informations qui pourrait être tout simplement, et là sur le coup ce serait inclusif qu'il y ait justement simplement cette information tout le temps updatée, enfin maintenue pour l'ensemble des réseaux de bus des villes dans le monde entier. Merci. Du coup, pour compléter aussi ce qui a été dit, je commencerai par dire, par exemple, que c'est vrai, enfin, je reviens toujours sur ces questions des promesses. Par exemple, à la ville de Mexico, il n'existe pas de carte de bus. Il n'a jamais existé une carte de bus, et pourtant, c'est tout à fait un peu ce que je questionne et qu'on questionne un peu tous nous, c'est-à-dire que quelle est la pertinence de ces outils-là. À Mexico, pour prendre un bus, on demande dans la rue et les gens seront plus ou moins bien aiguillés, puisque pas tout le monde est un agent expert des transports dans la ville, mais quand même on arrive à destination. C'est vrai que ce que tu dis par rapport à les temps d'attente, on n'est peut-être pas forcé de savoir si on a 1 ou 2 minutes de retard ou 5 minutes de trop. Enfin, ça questionne aussi ça. Et c'est aussi pour dire que par rapport à la question, il y a quand même on observe une adéquation entre 3 échelles peut-être d'analyse qui serait peut-être en premier lieu l'objet technique, donc l'objet technique de comment est-ce que ça fonctionne, avec quel type de données, homogénéisation ou pas, mais à quoi sert ce projet technique, purement technique. Ensuite, est-ce qu'il est en adéquation ensuite avec le territoire,
avec les objectifs des politiques publiques. Ensuite, une inadéquation peut-être aussi qui se lierait à l'échelle du projet politique, donc un projet politique mené pour plusieurs villes à travers, on l'a vu, différents systèmes de transport avec différents enjeux, artisanal ou pas artisanal, public, pas public, opérateurs nouveaux, privés, etc. Comment est-ce qu'on les régule, qu'ils soient privés ou qu'ils soient artisanaux? Ça revient un peu, enfin, on retrouve quelques échos là-dedans entre réguler la mobilité et réguler les acteurs artisanaux des transports dans les Suds. Il y a quand même beaucoup d'échos là-dedans qui résonnent dans ces projets, que ce soit, je répète, objets techniques, projets politiques, mais également dans le contexte opérationnel que se dresse dans ce territoire. Donc le contexte opérationnel, on en a parlé, c'est des différents acteurs et opérateurs. Et quand même, derrière, il y a premièrement une question de taille, c'est-à-dire que, par exemple, et je peux le lire à travers l'exemple français, c'est-à-dire on est face à des opérateurs qui opèrent dans plusieurs territoires. C'est des opérateurs qui sont multisites, c'est-à-dire par exemple en Ile-de-France on a Transdev, Keolis, enfin toute une panoplie d'opérateurs et c'est valable c'est valable pour la micromobilité aussi, les trottinettes, etc. ou vélo en libre service. C'est des opérateurs qui ont une manière de faire, institutionnalisée au sein même de leurs opérations, qui réfléchissent de manière globale et qui, ce numérique, questionnent par rapport à leur capacité aussi de s'adapter au territoire local. C'est-à-dire que eux, ils réfléchissent vraiment pas sur le marché francilien, ils réfléchissent vraiment à l'échelle de 47 villes en même temps. Donc c'est voir comment est-ce qu'eux-mêmes ont développé en interne leurs outils numériques d'opération, de rentabilité, et de rendre des comptes aux autorités dans les différentes villes où ils opèrent. Seulement là, il y a cette échelle d'adaptation des opérateurs. Il y a aussi une question de voir comment est-ce que ces plateformes numériques, je pense que toutes ces inadéquations ne sont pas sans problème, friction et résistance. C'est-à-dire que dans les territoires que j'observe en tout cas, et aussi dans ceux dont vous avez parlé, on voit par exemple de plus en plus, il y a cette question de qu'est-ce que fait l'autorité. Il y a aussi la question où on voit peut-être en Ile-de-France, et moi je le vois, enfin vraiment à Paris, c'est où les autorités publiques, dans un système érigé par les acteurs publics, 100% financé par les acteurs publics, on voit cette volonté de pousser l'opérateur à devenir un simple usager d'une infrastructure qui existe déjà, qui a été financée dans le temps. C'est-à-dire, par exemple, dans le cas de Paris, c'est le système de notification pour avoir les délégations de services publics. On acquiert le lot, on devient usager du centre bus qui peut-être appartient à quelqu'un d'autre. On devient, les bus, c'est pas l'opérateur, donc l'opérateur déploie des chauffeurs et il devient, avec leur système informatique, un simple usager. Bon, il y a cette question-là qui est aussi intéressant à voir par rapport à ces problématiques et ces frictions et ces résistances côté opérateur. À Mexico, on voit également évidemment des résistances assez fortes par rapport à l'artisanal qui se voit déployer tout un système technique dont il n'est même pas maître et dont il est certain que pour lui, ça lui convient beaucoup plus de continuer à gagner sa vie en transportant des passagers et avoir sa propre caisse journalière que d'adhérer à un giron institutionnel où il serait obligé de passer par une machine qui compte les passagers et une rétribution peut-être pas journalière ou alors à la semaine, où tout ce type de négociation arrive aussi avec le développement de ces outils. Donc c'est non pas sans friction, non pas sans résistance. Je dirais qu'il y a quand même le secteur artisanal, pour l'exemple mexicain, on peut pas faire ça. C'est-à-dire qu'il bouge quand même 60% de la population et c'est là où je questionne aussi la pertinence de l'objet technique. C'est-à-dire que l'objet technique, c'est super, intégrer tout le monde à travers une carte multimodale, c'est génial. Et puis, comme le disait Pauline, ou Lisa peut-être, ça s'affiche bien, c'est comme des villes vitrines où, ça y est, on a réussi à être moderne, à s'intégrer à un modèle multimodal un peu normalisé. Bon, ça questionne tout ça. Et finalement, je voudrais conclure dans est-ce que il y a quand même une question sérieuse qui se pose de fond par rapport à toute cette question de contrôle. On l'a cité plusieurs fois, de données. Et il y a aussi cette question de, par exemple, dans l'artisanal, mais aussi dans les opérateurs privés en France, cette question de quantifier et redéfinir des marchés de mobilité. C'est-à-dire qu'avec toutes ces nouvelles données,
on est en train de donner ou d'attribuer peut-être une nouvelle valeur à des marchés de mobilité qui étaient à part public ou même artisanal. On est quand même en train de quantifier cette mobilité. Voilà. Dans le secteur du transport et finalement cette question qui porte sur l'inadéquation des outils proposés par rapport aux besoins, c'est un petit peu ce dont j'ai parlé avec les applications, mais c'est vrai que c'est certainement l'un des enjeux principaux. Quelque part, quand on parle de leapfrog, de smart city, de smart mobility, on sous-entend que le numérique serait vraiment le moteur du changement. À Dakar, c'est pas le cas. Il est au mieux un accompagnateur, parfois même juste, il fait office d'habillage pour certains nouveaux modes de transport, mais il n'est pas du tout à l'initiative du changement. Et surtout, les différents cycles de réformes qui ont toujours existé à Dakar continuent avec le même rythme et ne bénéficient pas d'une accélération ou d'un bouleversement à l'aune du numérique. En plus, à Dakar, contrairement à d'autres villes, il n'y a pas eu d'effet coercitif. C'est-à-dire que le numérique n'a pas été utilisé pour contrôler ou interdire l'offre artisanale. C'est pas quelque chose qui existe à Dakar et du coup il n'y a pas vraiment de bouleversement de ce côté-là. Et puis je pense que l'important ce serait aussi de s'intéresser vraiment au lien entre secteur artisanal, transport artisanal et numérique, étant donné que c'est l'offre majoritaire. C'est certainement dans ce lien que réside peut-être la mobilité, enfin le transport de demain, en tout cas quel sera le visage du transport motorisé de demain. Aujourd'hui, le secteur artisanal, il reste quand même en marge des initiatives numériques, en tout cas pour le cas de Dakar. C'est quelque chose qui peut changer, c'est certainement ça qui peut être intéressant à étudier dans les prochaines années, parce qu'aujourd'hui, on manque un peu de recul et ça reste assez anecdotique. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup à tous nos intervenants pour ces premiers éléments d'analyse et de réponse. Je vous propose qu'on continue avec un échange avec les personnes présentes. Pour faire un petit peu de transition, je pense que ce qui était très intéressant dans les différents retours que vous venez de faire, c'était, il me semble, ce côté vraiment très lié entre projet territorialisé et projet politique à travers cette utilisation des outils numériques dans le secteur des transports urbains. Aussi bien en voyant qu'on a d'un côté des autorités publiques qui, dans certains cas, ne se saisissent pas de ces outils ou ne savent pas comment se positionner et interdisent. Dans d'autres cas, on a vu l'exemple de cahier des charges surdétaillé quand, au contraire, il y a une appropriation extrêmement poussée et que ça devient un outil de contrôle. L'exemple de Kigali étant là-dessus encore plus parlant. On voit également la question de la responsabilité par rapport à la production, à l'utilisation, à la maintenance des données, sur tout ce qui est mise à jour des bases de données sur les questions de systèmes d'aide à l'exploitation et d'information aux voyageurs. On voit également la réaction des exploitants à travers ce que nous disait Kay, aussi bien sur le cas des opérateurs artisanaux que des exploitants plus conventionnels. Enfin voilà, on voit qu'il y a un certain nombre de tensions politiques qui se créent, d'enjeux politiques plus généralement. Et ce qui me ramène donc, alors je vais proposer une première question, mais en attendant que certains d'entre vous peut-être lèvent la main pour, voilà, je vous amènerai le micro entre-temps. Ma première question, ce serait de revenir sur un mot qui a été utilisé à plusieurs reprises. C'était celui des promesses qui ont été mentionnées. Donc, ces promesses, qui les porte, puisque on voit qu'on a quand même un enjeu relativement fort d'un point de vue territorial, d'un point de vue politique. Donc, qui sont les acteurs qui font ces promesses autour du développement qui serait lié à l'utilisation des outils numériques et d'une possibilité de leapfrog pour passer d'un stade de développement à un autre, en particulier dans des villes des Suds? Alors, je ne sais pas qui aurait envie de donner des éléments de réponse sur cette question. C'est le mot de Kay, alors on va lui laisser pour commencer. Merci Solène. Il y a aussi les gens de Zoom, non, il me semble, au cas où.
Du coup, oui, pour répondre à cette question de qui c'est les acteurs porteurs de ces promesses, c'est vrai que le mot promesse a été utilisé. Bon, moi, j'assume d'avoir utilisé beaucoup ce mot. Et c'est aussi puisque ces promesses-là, c'est un peu des horizons désirés, que ce soit, encore une fois, par une promesse technique de solution, de voilà, on a un problème identifié. Et c'est à travers l'outil numérique qu'on propose toute une panoplie de solutions que peuvent être très techniques. Comme aussi ça peut être des objets politiques. Donc comme les projets ces promesses peuvent être portées aussi par un projet politique. C'est par exemple le cas de Mexico. Je sais que dans beaucoup de villes, l'intégrer l'artisanal à toute une gamme de services, c'est quand même osé. Et ça veut dire et c'est aussi une réalité qu'on retrouve dans le projet politique. C'est-à-dire que cette entente transport artisanal État, et c'est pas nouveau, c'est pas le numérique qui l'a amené sur la table, c'est quand même des projets qui peinent depuis plus de 30 ans, ou voire qu'il y a eu à plusieurs égards à Mexico. Je parle de Mexico parce que c'est l'exemple que j'ai, mais avant il y avait une autorité publique, les services étaient 100% publics, il y a eu une ouverture de marché, il y a eu les artisanaux qui se sont multipliés dans les années après la chute du grand opérateur public qui était dans les années 90, à début 90. Ensuite, on a 30 ans de déploiement de ces acteurs-là artisanaux, et aujourd'hui on est en train de revenir avec le numérique à vouloir remettre la main, réguler ça. Donc, c'est vraiment, si j'aurais à qualifier ces acteurs, il y a quand même, comme j'ai dit, l'objet technique, le projet politique, et ensuite il y a porté par des contextes opérationnels, oui et non, puisque bon, en France on a quand même cette échelle-là aussi, c'est-à-dire les opérateurs, ils ont développé des outils dans le temps, surtout les gros acteurs. Le problème aujourd'hui, c'est que ces acteurs-là sont porteurs également d'un savoir-faire sur la donnée et sur la gestion de leur propre réseau, vis-à-vis notamment des autorités. N'empêche qu'ils sont porteurs de ces solutions. Plutôt, moi, je voudrais l'inverse. Eux, ils ont développé ça 30 ans, et aujourd'hui, on veut leur imposer avec des outils numériques un cahier des charges plus lourd, et c'est là où ils deviennent plus trop porteurs de ces solutions-là. Voilà, c'est ce que j'observe. Ce que j'observe dans l'association, en tout cas, c'est donc qui sont porteurs des projets qu'on mène dans l'association. Alors, enfin, donc de développer ces applications MaaS dans certaines villes des Suds notamment. Alors, soit c'est l'association elle-même, mais généralement l'association a besoin de fonds. Donc, soit on postule à des, enfin, oui, on postule à des grants, à des je sais plus comment, des appels d'offres. On répond à des appels d'offres, donc de bailleurs de fonds, ou bien ça peut être les bailleurs de fonds directement qui nous interpellent pour justement mener des projets. C'est justement un projet qu'on fait à Kigali, qui est en train de se mener maintenant. Parfois, c'est les autorités elles-mêmes qui viennent nous voir. Ça peut aussi être des communes, enfin, ça peut être également les citoyens eux-mêmes, parce qu'on a le cas de Tétouan, justement, au Maroc, où on a Salim qui a créé lui-même l'application MaaS pour sa ville. Et ensuite, du coup, des associations comme Truffy, ou des entreprises, oui, j'ai oublié de dire. Dans les Nords, c'est plutôt des entreprises qui vont créer ce type d'application MaaS, et qui vont même être en concurrence les uns avec les autres. C'est le cas de beaucoup de villes en France, où il y a beaucoup de concurrence. Et finalement, oui, ils ne s'impliquent pas forcément enfin, ils ne s'insèrent pas, ces entreprises ne trouvent pas forcément d'intérêt à justement intégrer à essayer d'opérer dans des villes des Suds, parce que justement, ce transport artisanal pose pas mal de défis et des coûts. C'est très coûteux donc de faire toute cette cartographie. C'est pour ça que Truffy d'ailleurs essaie de développer des solutions, notamment avec l'aide de la communauté locale. Et donc c'est là tout l'enjeu. Alors, je pense qu'on avait une question là-bas. Excusez-moi, je pense qu'il y a peut-être des questions sur Zoom. Qui c'est qui a la main là-dessus, si jamais il y en a? D'accord, vous nous dites dans le cas où il y en aurait. Madame, s'il vous plaît. Oui, bonjour, merci beaucoup. C'est vraiment très intéressant.
vous ciblez des sujets ben voilà, qui sont émergents et tellement importants que c'est vraiment un plaisir. Alors moi, je suis urbaniste, architecte, et dans la vie des politiques publiques, on se heurte à un problème dont vous n'avez pas parlé et qui est pourtant, on va dire, récurrent. C'est celui du transfrontalier. Et donc, pour moi, il y a deux questions autour de cette question. C'est bien sûr, on va dire au point de vue du numérique, des systèmes, au-delà de la donnée, comment on arrive à intégrer plusieurs systèmes avec un espèce de système chapeau qui permet d'avoir une billettique qui est transparente pour l'usager, et comment ces modèles peuvent circuler ou pas. Je pense que ce point-là n'est pas très simple. Ben voilà, puisque c'est pas qu'une application, c'est vraiment des montages spécifiques complexes qui relèvent du numérique, et où là, le fait que ce soit transparent pour l'usager est incroyablement intéressant. Donc voilà, du coup ça c'est et voilà, j'ai déjà posé mes questions, et aussi la circulation des modèles sur ce point. Merci. Merci beaucoup. Alors, parmi nos intervenants qui souhaiteraient répondre à cette question du transfrontalier, la question des outils numériques au service du déploiement de la billettique. Peut-être sur la billettique. Alors moi, j'ai pas travaillé sur les questions transfrontalières, mais évidemment, il y a des enjeux importants d'harmonisation des standards, que ça soit dans le numérique, mais aussi sur l'infrastructure lourde, parce que souvent le numérique, l'infostructure cache l'infrastructure qu'il ne faudrait pas oublier. Donc ça, c'est un point important. Et dans les promesses, c'est aussi des éléments sur lesquels on pourrait souligner, voilà, insister sur ces enjeux-là. Sur les questions de masse, alors ça pourrait être intéressant de voir comment aujourd'hui il y a les échelles, quelles échelles territoriales pour le déploiement des masses. Ce que j'avais pu un peu voir en France, il y avait des opérateurs privés, notamment les entreprises, notamment la SNCF qui n'a pas essayé son nouveau MAS SNCF Connect avec des réussites et quelques déboires, mais qui veut proposer à l'usager l'ensemble du parcours avec aussi le trajet en métro, trajet en TGV, la suite en taxi, etc. Et aussi on a des opérateurs publics, alors soit les autorités organisatrices au niveau des régions, par exemple la région Hauts-de-France a son MAS qui va déployer tout cet enjeu-là. Et dans la constitution du MAS, on voit avec des acteurs tirés des fans, ou bien il y a des MAS publics, par exemple comme Mulhouse a son MAS et propose des MAS. Donc on voit bien des enjeux. Donc ça serait intéressant dans le cas de Mulhouse, par exemple. Je ne sais pas comment ils gèrent ça avec, c'est une région frontalière, comment ils gèrent ça avec les territoires allemands et suisses à proximité. Ça serait intéressant de regarder. Mais en effet, je pense que c'est des questions qui sont prises en compte. Mais on voit bien même que sur sur des territoires relativement petits, il y a quand même des enjeux très très importants. Donc la question transfrontalière rajoute probablement encore une couche de difficulté, mais pour moi, est vraiment un vrai challenge. C'est bien ça, c'est-à-dire qu'on ne peut pas changer les infrastructures parce que c'est des questions de normes extrêmement si on peut les changer. Oui, mais bon, c'est pas pour tout de suite. Par exemple, si vous regardez tout ce qui a été fait pour le déploiement du réseau ferroviaire européen, frontières franco-allemandes, vous avez des sauts de moutons parce que les trains circulent pas dans les mêmes sens. Vous avez des adaptations des tunnels pour les rails d'Eurostar. Voilà, il y a eu quand même des adaptations de l'infrastructure et a priori l'infrastructure serait plus simple. Alors ça, j'en sais rien. Ça, faut demander. Peut-être Sébastien en sera davantage. En tout cas, c'est déjà peut-être plus visible sur l'infrastructure. L'infostructure, je vous laisse répondre. Alors, il y a plusieurs aspects. Je pense qu'il y a vraiment sur tout ce qui est planification de voyage, vraiment les étapes en amont, et je pense qu'il y a une réelle standardisation. Là où c'est un peu plus, alors pareil, c'est basé sur mes observations et n'engage que moi. C'est vrai que sur la partie billettique et encore plus la partie partage
parce qu'une fois que vous faites du transfrontalier, vous faites du mass, un voyage A à Z avec plusieurs opérateurs, souvent il y a une collection de revenus normalement, et après il y a tout ce qui est redistribution in fine. Là, c'est des sujets qui sont un peu moins matures, j'ai envie de dire. Un peu moins matures parce que de manière organique, on gère d'abord ce qui se passe dans son dans son réseau. Un opérateur va gérer ce qui se passe dans son réseau avant d'interfacer avec les autres. Après, on parle du transfrontalier, mais ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que effectivement, c'est un souci, mais de manière beaucoup plus pragmatique, vous avez les mêmes problèmes dans des endroits en France où vous avez des tissus urbains continus et vous passez de manière continue d'une agglomération à une autre, vous avez les mêmes problématiques concrètement, où on va demander à un usager d'avoir X cartes parce qu'il va traverser X réseau, et donc il y a les mêmes problématiques se passent en fait. Donc ça c'est le premier point. Donc je dirais oui sur la partie planification de voyage. On parlait de formats type GTFS, du GTFS, du GBFS. Enfin, c'est des choses qui globalement marchent bien, sont assez standardisées aujourd'hui pour savoir où je vais aller et comment je vais aller. On peut faire des choses très très compliquées, enfin des voyages très compliqués facilement. Après voilà, sur la partie on va dire achat, billettique, redistribution de revenus derrière, c'est des choses qui sont un peu plus balbutiantes. Maintenant sur la flexibilité, je pense qu'il y a c'est quand même vrai qu'au niveau numérique, une fois que les bases sont là, il y a vraiment une capacité à faire évoluer les standards et à se transformer qui est assez facile parce que à un moment donné, on se déconnecte d'une réalité physique, d'une infrastructure physique, donc c'est toujours plus simple de faire évoluer certains standards. Ça mérite quand même, enfin c'est pas toujours aussi simple, hein. Après, je dirais ce qui va vraiment ce qu'on voit, enfin ce que je vois personnellement sur les standards de données en mobilité notamment, c'est facile de faire évoluer un standard. C'est même presque trop facile de faire évoluer un standard. Vous pouvez faire une version par mois si vous voulez, par semaine. Non, souvent ce que je veux dire, c'est que les gouvernances autour des standards de données, vous avez plein de gens très motivés qui vraiment veulent faire progresser les standards, veulent les faire changer. Et après, mais un standard n'est un standard que s'il est adopté. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous avez créé la version 24 de votre standard et que vous avez juste une entité qui l'utilise, ça sert à rien. Et donc, il faut être, je pense qu'à nouveau, il faut être raisonnable. Le frein, ça va être l'adoption sur les évolutions de standards. Et donc, concrètement, vous avez l'adoption quand vous amenez un usage qui est super important. Donc il faut vraiment pas se dire comme c'est facile, on va pouvoir faire changer l'infrastructure tout le temps. En fait, on se rend compte que in fine, faut vraiment faire coïncider cette évolution avec des vrais besoins et ne pas faire ça de manière trop légère. Juste pour répondre à cette question, je pense que je suis assez d'accord, mais on voit quand même que le problème, si c'est un revendeur, il n'y a pas trop de problème. Par exemple, on a l'exemple de Trainline, qui est capable de vendre des billets de toutes les compagnies européennes de train, sans pour autant être un opérateur. Lui, c'est juste une plateforme qui revend les billets avec l'accord préalable des autres. Ça, il n'y a pas de problème dans le transfrontalier, ça pose aucun problème. Il y a l'exemple du Japon, par exemple, qui lui a quand même réussi à faire une carte pour tout le pays, pour tout moyen de transport, bus, tram, métro, etc., bus courte distance, bus urbain, TGV, intercité, c'est pas grave, c'est la même carte. Par contre, c'est cette question-là qui est intéressante dans du transfrontalier, transrégional ou même transpays, transnational. C'est au moment où on commence à être un agrégateur, non pas de revendeur de voyage, mais qu'on possède un capital. C'est-à-dire qu'on commence par exemple au Japon, cette carte, ça se pose pas de problème parce que en fait, ça fonctionne pas comme un abonnement mensuel, mais c'est une carte où on met 100 yens, 1000 yens, on met on vire de l'argent dedans et en fonction de l'utilisation, c'est comme un porte-monnaie juste électronique et en fonction des validations dans n'importe quel opérateur, l'opérateur retrouvera sa caisse. C'est un peu ça l'idée. Je sais que par exemple quand on parle d'artisanal, ça pose un gros problème et je sais que beaucoup d'acteurs pointent sur la solution blockchain aujourd'hui pour sécuriser ce paiement et qu'il soit automatique en temps réel, qu'il y ait une traçabilité. C'est un peu le débat qui est sur la table aujourd'hui pour
un peu aussi ce qui se passe en Afrique sur l'argent mobile, de payer par MCMS. Même maintenant ici en France, l'opérateur ils vend plus le ticket, on est obligé de passer par, si on veut acheter par, il accepte plus les sous, on passe par un SMS. Je pense que, si ça répond à votre question. Merci. Bonjour. Merci pour vos explications. Moi, je suis pas du tout familier du domaine. J'ai juste une petite réflexion par rapport à un terme que je ne suis pas sûr d'avoir entendu, celui de vulnérabilité, dans vos différents exposés. Alors, c'est sur le numérique, d'après ce que je sais, encore une fois, bon, aide un petit peu à s'affranchir de l'infrastructure, mais qu'en partie. Est-ce que ça crée pas aussi des nouvelles vulnérabilités, ce passage un peu au tout numérique, ou au largement numérique, ou au très largement numérique? Et vous parliez de recul d'une décennie là qu'on a par rapport à une première vague de ce raz-de-marée numérique dans un certain nombre de villes. Est-ce qu'on a des exemples concrets, localisés, je sais pas, d'un truc technique, physique qui a un bug, une coupure durable de courant, de connexion Internet, dans certains pays ça reste fréquent, qui aurait en fait mis à mal tout un système un peu vulnérable, et qui aurait montré cette vulnérabilité là à ce moment-là. Merci. Merci beaucoup. Alors, Gaël, pour commencer, Y ensuite, compris dans nos pays. Et tout ça en quelques minutes, puisqu'après on va devoir clore la séance. Très rapidement, numérique, c'est comme on disait, outil politique. Moi, j'ai eu des terrains où j'étais en Éthiopie ou en Iran, il y a eu des coupures Internet. Donc en Éthiopie, par exemple, ils venaient de lancer une application de VTC et ils ont redéveloppé un call center pour prendre les réservations. Donc oui, il y a des enjeux sur la maîtrise. Bon, voilà, donc ça c'est un tout petit exemple, j'en ai plein d'autres, mais je vais laisser la parole aux autres. Donc oui, on voit bien qu'il y a une question de robustesse de ces services, aussi en fonction du contexte politique national. Moi, très vite, là, au Mexique, une des premières choses qui se sont passées quand ils ont déployé la carte, c'est l'arrivée de cartes pirates, revendeurs, un gars qui avait trafiqué l'accès à la carte et qui, en fait, vendait des cartes à des prix dérisoires pour se transporter dans le système. Comme quoi, enfin, ça a vraiment arrivé, c'est un super business pour lui. Ensuite, les autorités ont fait appel à Paz Navigo, qui ont sécurisé le système à travers la technologie NFC. Voilà. Mais comme quoi ça existe. En Inde, effectivement, j'ai pu observer que dans l'application Uber, par exemple, il y a une partie sécurité et en fait, enfin, si on se sent en insécurité dans le Uber, donc il y a tout un système, enfin, on peut appuyer comme sur un right button et en fait, ça marche pas du tout. Et voir ça engendre, l'application n'est pas arrêtable. Justement, ça c'est un problème que j'ai eu. J'ai eu un problème avec mon conducteur. L'application n'est pas arrêtable, même si j'appuie sur le bouton rouge ou n'importe, ça ne s'arrête pas. Donc en fait, ça veut dire que je peux me retrouver, ça m'est arrivé d'ailleurs, en pleine nuit, toute seule, hors de mon Uber, à marcher dans la nuit à Pune, en Inde. Ça va que Pune est une ville assez en sécurité. J'aurais été à Delhi, je pense que j'aurais eu un problème. Mais j'ai observé aussi que les femmes que j'ai interviewées disent souvent que, en tout cas, les catégories, c'est plutôt les catégories les plus pauvres, elles m'ont dit que justement le paiement en ligne, ça leur fait peur. Et c'est quelque chose où il y a eu beaucoup de problèmes, en tout cas en Inde. Okay. Non, et à l'inverse, on voit donc clairement il y a des vulnérabilités. Enfin, je pense plus on complexifie les systèmes, plus ils présentent des vulnérabilités. On voit l'inverse aussi, c'est-à-dire que par la compréhension avec le numérique, on a la compréhension d'usage. Moi, il m'est arrivé d'être face à des villes qui n'avaient pas réalisé. Je me dis tiens, c'est étrange, on voit des pics d'utilisation sur tel mode de transport à l'instant T. Ah oui, bah ça correspond à, et on croise des données et tout à coup on se rend compte que ça correspond à une panne de métro à un moment donné ou quelque chose comme ça, et du coup où des villes disent ah bah là je vais créer un modèle de résilience où en fait je m'étais pas rendu compte que j'étais en train
de mettre une redondance sur mon système de transport. Et ça permet aussi de favoriser ce genre de choses. Donc typiquement, ça va être, j'ai un problème sur une modalité A, je fais en sorte, soit dans des masses, soit dans des choses, de dire à mes usagers, allez-y, prenez des trottinettes, prenez des vélos à cet endroit-là. Et on voit même des villes qui commencent à mettre des politiques incitatrices même, de type, alors soit de l'incitation par l'information, soit même pendant les travaux sur cette ligne ou pendant la panne là qu'on subit de plein fouet. Le vélo est gratuit ou des choses comme ça, et c'est le numérique en temps réel qui permet de faire ce genre de choses. Donc voilà, il y a une balance positif, négatif, mais il y a des usages positifs aussi. Merci beaucoup. Merci à tous pour cet échange riche qui montre qu'il y a encore des défis à relever et que le numérique n'est pas une fin en soi, mais un moyen au service de différents projets, différents territoires. Merci beaucoup aux organisateurs du LabEx Dynamite. Merci beaucoup à l'équipement du GED qui nous a accueillis aujourd'hui. Merci à tous ceux qui sont présents ce soir et qui ont posé des questions, qui ont participé. Également ceux qui ne sont pas en présentiel mais qui sont en ligne. Je pense notamment à Lisa Coulot qui a quand même réussi à participer aujourd'hui. Et bien sûr, merci aux intervenants. Très bonne fin de journée à tous.